Hello à tous, bienvenue dans RS spécial Dakar. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous, on en a passé une très bonne. Et les Français, encore mieux sur le Dakar. Une belle journée pour nos Français, je viens de le dire. Oui. Ça fait plaisir. Enfin, on a des bonnes nouvelles. Exactement, t'es habillé en rouge, t'es habillé en bleu. Là, c'est blanc. Bon, bah voilà, bleu, blanc, rouge, c'est bon. J'appelle ça un noir. Ah bon, non, c'est du bleu. Hein. Ouais. Il joue sur les mots. Et tu es d'accord avec moi? Bienvenue Mathis, en tout cas. Merci beaucoup. Deuxième fois que tu viens nous voir. Ouais, effectivement, deuxième fois, et c'est vrai que c'est un petit peu plus noir que bleu. Mais Ah bon, c'est peut-être la lumière du plateau. Mathis contre moi, mesdames et messieurs, que je vous dise. Bah, il a raison, C'est comme s'il nous disait que toi, tu étais habillé en bleu. Quoi. Non, ah, alors, non, toi, là, pour le coup, il n'y a pas de doute. Là, c'est bon. Ça, c'est clair. En tout cas, on est en bleu, blanc, rouge parce que Cocorico, c'est une journée assez importante pour nous. Ah bah vas-y, tu sais quoi? Lique-nous les... Oh! Bah, il y a eu victoire en moto, il y a eu victoire en auto ultimate, il y a eu victoire en malmoto, il y a eu plein de trucs. Ouais, bah, effectivement, en tout cas, Mathis, je ne t'ai pas présenté. Pour ceux qui auraient raté l'émission où tu étais venu nous voir, tu étais le vainqueur du volant ACO en 2015. Tu as fait évidemment du karting en 2018, en FFSA, en F4 aussi. Tu as roulé avec Isaac Adjar, beaucoup de grands pilotes. Champion LMP3 en 2021 en Ultimate Cup Series. Et là, en 2025, tu étais en Ligier European Series avec Trajectus Motorsport. C'était ton actualité la dernière fois que tu es venu nous voir. L'équipe de Benoît reléguée, bon, franchement, ça se passe bien. Et qu'est-ce que 2026 va se passer de la même manière? Comment ça s'aborde pour toi? Très clairement, j'espère que ça continuera dans cette belle dynamique. Très clairement, je suis en train de discuter avec pas mal d'équipes dans différents championnats, aussi bien côté prototype que GT. Donc, de belles choses sont en train de se mettre en place. J'espère être fixé d'ici 2-3 semaines, grand maximum. Donc, voilà, je fais le maximum pour faire de belles courses cette année. Eh ben, de belles courses, de belles choses. J'en profite tout de suite pour te montrer. Je t'avais dit que j'avais une petite surprise. Hier, il y a David de chez Damano. On en parlera de ces quatre qui font des très belles choses en design automobile. Avec Rex Bolido qui est toujours sur le chat. Ils sont venus nous apporter un cadeau. Je t'annonce tout de suite, c'est du lourd. Ah bon? T'es prêt? Regarde ce qu'ils ont fait. Regarde bien. Oh! C'est pas la classe, ça, pour Mais Modeste. non! Est-ce que c'est pas la classe, là? Le petit trophée pour RS du Dakar. C'est génial! Pour BF. C'est pas trop bien? Attends, mais moi je veux le même ici, là. Bon, il va falloir en faire un autre encore. Alors, voilà, là, regardez, c'est tout vide, là. Voilà, il n'y a rien, là. C'est beaucoup trop stylé. Donc voilà, un énorme merci à David d'avoir pris ce temps-là pour nous faire cette belle création, évidemment. Non, il fallait que je vous le montre et puis je vous fasse la petite surprise. C'est beau, je ne l'ai pas vu, je découvre. Je sais, j'ai fait exprès de te le cacher. C'est un KO3 ou pas? Non, c'est un KDR2. C'est un KDR2, non mais c'est jusqu'au bout. C'est marqué KDR2. Non, mais c'est incroyable. Je sais. Attends, c'est du bon pneu, voilà. Et voilà. Et on peut pas en avoir un gagné. Peut-être qu'on pourrait faire ça. Si. Mais il en fera un quatrième. Non. On va le prendre tout son temps. Ça partait d'un bon sentiment. Mais finalement, on va le saouler. Non, c'est trop cool. Non, mais un avec peut-être une dune plus facile à aborder. Demain, c'est les dunes. En tout cas, aujourd'hui, c'était la France. On va vous parler du sommaire de cette émission. Vous êtes très nombreux à nous regarder en direct. On va vous parler de l'étape du jour. Deuxième étape marathon de cette deuxième étape marathon. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est un peu vrai? C'est marathon, quoi. Voilà, il y a eu 2 épreuves comme ça et aujourd'hui, on est dans la dernière ligne droite de ce Dakar. On va parler de l'image du jour. Tu as des choses à nous montrer, mon cher Anthony, avec des on-board notamment. On va parler des ambassadeurs BF Goodrich. C'était franchement beaucoup de choses à vous dire avec Sébastien Loeb, avec Xavier de Soultret et Christian Lavieille. Et on fera le point sur toutes les différentes catégories et on reviendra évidemment sur ton parcours, mon cher Mathis. Voilà ce qui nous attend pour la prochaine heure en direct sur Twitch. Et on commence tout de suite avec l'étape du jour. Oui. Du coup, deuxième étape de ce moment où il n'avait pas d'assistance. On espère qu'ils ont passé une bonne nuit à mécaniquer. Comment ça s'est passé sinon? Il y en a certains qui ont justement passé un petit peu de temps à faire de la mécanique. On y reviendra tout à l'heure. On a quelques images quand même pour vous, mesdames et messieurs. On a des envoyés spéciaux. Et surtout, ce qui était intéressant à noter, c'est que dans cette étape 10, en fait, David Castera l'avait annoncé avant le Dakar. On fera le point après cette étape parce qu'elle sera quand même capitale, non pas parce que c'est une marathon refuge et qu'elle se passe en 2 parties, mais parce que c'est une étape qui va changer par rapport à ce qu'on a connu depuis le début. C'est vrai qu'on a connu maintenant du sable tout mou, tout fin. Oui, des dunes, des spécialistes du sable qui sont là. Et c'est vrai ils ont attendu tous les concurrents à la fin de cette étape 10 pour y voir plus clair. Certains ont pris un petit coup sur la tête. Ouais, effectivement, c'était pas évident, mais en tout cas, David Castera
Caster avait bien préparé son Dakar, Ah ouais. serré jusqu'au bout. Et il a C'est fait fort, hein. avec maestria, là, vraiment. Même s'il y a fait fort. des écarts qui ont été un petit peu plus creusés, on va dire que c'est pas les écarts les plus serrés de l'histoire du Dakar. On faisait la référence justement il y a 2 jours. Mais c'est quand même pas mal, tout est encore possible. J'en parle à chaque fois qu'on a un invité. Est-ce Ah. que le Dakar t'intéresse? Toi, tu le suis, un spectateur, mais est-ce que toi, en tant que pilote professionnel, ça pourrait t'intéresser de le faire un jour? Très clairement, moi c'est vraiment un format de course que j'aime beaucoup. Moi je suis forcément spécialisé dans l'endurance, donc forcément le Dakar c'est la course d'endurance un petit peu par excellence de par le fait que c'est sur 15 jours, hein, c'est les 24 heures du Mans mais sur 15 jours. Donc c'est super intéressant et puis le fait qu'il y ait aussi cette dimension humaine, de partager aussi l'aventure avec un copilote quand on est en voiture, de le faire tout seul aussi à moto. J'ai des copains qui l'ont fait en mal moto, donc vraiment Wow. dans le dur. Ah, donc Ouais. tu connais des fous, d'accord. Ouais, et c'est très intéressant. Et moi, j'aime beaucoup ce format de course. Et je trouve que c'est super enrichissant aussi pour nous de pouvoir avoir un nouveau type de surface aussi à Et puis- découvrir, tout simplement. Et puis ça tombe bien, c'est hors saison, donc ça a toutes les qualités. Tout est. Oui, alors, cache il y a son juste côté. un petit hic quand même, c'est que c'est la recherche de sponsors, on va dire ton terrain de jeu en décembre, janvier, février. Si tu recherches du sponsor pour faire le Dakar, tu recherches du sponsor pour faire ta saison, ça devient pas facile. Ça devient pas facile, effectivement. Il faut s'organiser, mais en tout cas, effectivement. il y a J'avais des- pas vu ça comme ça, Bah oui. il a pas tort. Ah bah, C'est vrai qu'il marque j'y un point, là, pense direct. effectivement. Ah bah, attends, tu parles, surtout que bah, voilà, on a l'habitude d'échanger, Mathis, on se connaît. Et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord en termes de spectateur, j'allais dire. Quand tu es pilote, tu dois trouver les financements et c'est un vrai métier de tous les jours. Quoi. Donc, Surtout, pas quoi, simple. les voitures sont très performantes maintenant, en plus au Dakar, donc forcément, ça engendre de sacrés coups. Mais en tout cas, il y a toujours des belles catégories comme le SSV ou même la moto qui permettent quand même de rester sur une course accessible. Et ça, c'est le principal. Accessible, ça dépend des jours. Ça dépend, effectivement. Effectivement. Allez, on part sur l'image du jour. On l'a dit, voilà, aujourd'hui c'est c'est de les la dunes. dune. Aujourd'hui, c'est les dunes. pas facile avec Ah non. Bruno Mio, qui Oui. est resté coincé dans le sable. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, le sable étant très mou, c'est facile de se faire piéger. Alors Bruno Mio, c'est pas le seul, hein, attention. C'est qu'on a l'image, le pauvre Bah Bruno. On n'y est pour rien, voilà, mais il est resté Il roule coincé en dans le sable. quelle catégorie? Il est en 2 roues motrices. Ok, donc comme Christian. Donc pas facile. Et on va voir l'image là, c'est assez intéressant de voir que c'est quand une fois que tu es bloqué, il faut que tu sortes les pelles Ah oui. et puis tu fais pas de la mécanique, mais enfin bon, t'essayes creuse, hein. de creuser quoi. Donc c'est vraiment ça c'est l'esprit Dakar. C'est pas facile quand tu es justement dans cette situation-là. Au moins ils ont réussi à s'en sortir. Ouf de soulagement. Et pour les catégories moto et camion, c'est pareil. Hein. Là, on a vu ça avec une catégorie de roues motrices, mais c'est la même Ouais. chose avec 2 roues motrices dans une journée en mode dune. Oui. Tu le sens passer, hein. Ah bah, C'est on pas est- le meilleur jour pour Christian et pour tous ces trucs-là. En 2 roues motrices, là, tu fais bon, là, les gars, ça va être tendax. Hein. On est d'accord, on est d'accord. Mais ce que je voulais montrer aussi avec ces images du jour, c'est que même quand tu as normalement une machine qui te permet d'être au rendez-vous et de ne pas être trop ennuyé dans les dunes, eh ben, tu te fais piéger. Et on a des images de motards, on a des images de camions où ça a été la galère véritable. Regarde ça, véritablement. Énormément de galères aujourd'hui. Là. Bah, les dunes, c'est pas évident à gérer. Tu nous as préparé. Non, du mais coup, on n'a pas vu, on n'a Ah, non, pas non, vu mais- tout. Ah oui, Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais non, mais enfin, mais voyons. Oh là là, voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Non, ça c'est Bruno. Voilà, merci. Donc là, on a les motards. Bah oui, quand même, qu'on voit la galère. On veut illustrer notre propos. Donc là, ils sont pas seuls. Hein. Franchement, on en a 4-5 motards qui sont restés bloqués à quelques reprises. Et ça, c'est du gentil. Hein. Je parle pas des chutes, hein. Mais là, on est vraiment sur des pilotes qui doivent ça va être tellement épuisant. éprouvant, voilà, c'est ça. Épuisant. Exactement. Ils doivent se battre avec les conditions. Ça va, c'est bon, il va bien. On peut repartir. Par contre, il y en a un qui va moins bien. C'est notre concurrent du camion qui s'est retourné. Oui, les camions peuvent se retourner. Bah oui. Dingue. Bah non, mais oui. Bah, T'as vu ça? Franchement, moi j'étais assez. pas de blessés. Non, pas de blessés. Mais ce que l'on veut illustrer avec ces images, c'est que vraiment, ce sont des épreuves, des étapes où on peut faire la différence. Parce qu'on peut faire des erreurs, tout simplement. Donc là, c'est vraiment aussi ce côté, il n'y a pas que la mécanique, il y a aussi le côté sang-froid à garder quand on est soi-même Et pilote. une bonne nouvelle, parce qu'on n'en a pas parlé jusque-là, mais là, bon, on va croiser les doigts pour que ça tienne jusque-là, mais il me semble qu'il n'y a pas eu d'accident grave sur ce Dakar.
Non, mais... Oui, non, mais voilà. Non, mais... Ça arrive, dans les liaisons, il y a eu toujours des moments, des fois, où il y avait malheureusement des On croise des décès doigts, ou des blessés graves. Pas eu trop de compression au niveau des copilotes par rapport à certaines années. Non, Je trouve que ça va, c'est une très bonne année, finalement, au niveau pour le spectacle, et puis au niveau de la sécurité pilote. Je trouve que c'est un bon taf, ils ont bien bossé. Pourvu que ça dure. Bon, on avait des caméras embarquées. Oui, parce qu'on parlait de caméras embarquées tout à l'heure, on a commencé à leaker un peu le truc. Est-ce que ça vaut le coup de le regarder comme ça ou avec le full. son en full oui. Eh ben, on regarde ça parce que des caméras embarquées, on peut on le en a pas tout le commenter, temps. hein, Non, on va se faire plaisir, on la regarde. Non, mais attends, c'est des galères. Hein. Ah, bon, bah là, c'est pas la même. 247, perdón. ¿Por qué no fue al revés? Ah, Jonathan. C'est pas vrai. Putain. C'est pas vrai. Putain. Okay, we were trying to climb a really small dune and the car lost the power. We need to put the rear to get out, otherwise we are stuck. Well, the chip truck is stuck, and Hervé is just as good at digging than doing chips. No, no. Waouh. Qu'est-ce que c'est? What a beautiful sunset. Eh ouais, les dunes dans le Dakar, on aime ça, mais c'est vrai que ça occasionne beaucoup de galères. On voit beaucoup de concurrents s'ensabler, rester tankés comme ça. Ça va Heureusement. vraiment être difficile, ces étapes-là. Difficile, en plus quand on essaye de faire marche arrière, là chez nos amis de la Ch'ti-Friterie, on a vu plein de sable qui arrive dans l'habitacle. C'est difficile aussi, et quand il n'y a pas de solidarité, heureusement il y en a. On a vu qu'au Dakar, on s'entraide. Mais c'est vrai que on voit toujours qu'il y a de l'entraide comme ça. On en parlait juste avant l'émission. Je voudrais quand même qu'on prenne 2 secondes là-dessus, qu'on reparle quand même du rôle des camions au niveau de comment ils fonctionnent, parce qu'on le sait, il y a un classement camion, mais tu le disais très justement, c'est que pour pouvoir ne pas être éliminé du Dakar, il faut pouvoir se faire assister, mais par d'autres concurrents. C'est le rôle des camions d'être là pour porter assistance, en même temps faire la course. Les premiers ne s'arrêtent pas parce qu'ils sont là pour le classement, Oui, voilà. mais tous les autres, on le voit, c'est quoi exactement ce rôle du camion? Comment trouver la part belle entre la performance et en même temps faire son rôle d'assistance? Comment ça marche? C'est pas simple. En fait, les premiers camions, on va dire, font partie d'une catégorie dans la catégorie. Quand tu vas parler d'Alès Low-Price, quand tu vas parler de Martin Macic, eux, ils visent la victoire. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est aller tracer au plus vite, prendre les waypoints et faire les meilleurs temps. D'ailleurs, on les voit régulièrement dans le top 30 du général, top 40 peut-être. Quand même, ouais. Donc, c'est quand même fort face aux Ultimate, face aux Challenger. Donc, vraiment, ils vont vite, ces camions. Et tu as une deuxième catégorie, on va dire, de camions, où là, vraiment, le but de certains, c'est de prêter assistance à l'équipe Ford, à l'équipe Toyota, à l'équipe Defender, à ce que tu veux. Donc, ils ont leurs équipes dédiées. Voilà. Ouais, mais ce sont des accords qui sont passés. C'est pas l'équipe Toyota qui engage des camions. C'est l'équipe Toyota qui passe un accord avec telle équipe pour, en cas de problème, vous allez venir nous aider. Ça veut dire qu'ils ont des malles dédiées à des pièces bien spécifiques. Tout à fait. Ouais. Bon, alors, tu n'auras pas de camion d'assistance qui va avoir des pièces Toyota, Ford, à moins que je me trompe, mais normalement, c'est pas ça. Tu as vraiment des accords qui sont passés entre des concurrents qui font partie de la course et qui doivent donc passer tous les waypoints, parce que sinon, ils sont hors course, et s'ils sont hors course, ils ne peuvent pas aider. Alors, ils peuvent faire Dakar Experience s'ils veulent, mais ils ne peuvent plus aider si dans la spéciale en question, ils ont soit un problème où ils s'ensablent, on a vu le camion d'assistance de Stéphane Péterancel qui a eu ce problème-là, et s'ils ne font pas tous les passages obligatoires, les fameux waypoints, parce que sinon, ça veut dire qu'ils ne font plus partie ce jour-ci de la course, donc ils n'ont pas le droit physiquement d'être là où ils seraient pour aider leurs petits camarades. Très bien. Voilà. Comme ça répond aux questions que vous posiez sur le rôle des camions. C'est vraiment une Mais organisation c'est un rôle très important, et d'ailleurs, à l'origine, il n'y avait pas de classement.
pour les camions. C'est qu'après, qu'on s'est dit, tiens, ça serait pas mal de faire un classement aussi camion. Et c'est là où on a vu des pilotes qui se sont spécialisés, professionnalisés dans cette discipline. Et du coup, effectivement, on en verra un petit peu plus sur le moment où on parlera du SSV avec Olivier Pernaut. C'est vrai que quand on a regardé les images tout à l'heure, il en parle dans sa story. Sur une compétition comme ça, ok, le pilotage, le talent, et on dépend de la fiabilité, un peu de chance, et aussi du bon vouloir des autres. Tu vois passer, t'es tanké, t'es arrêté, tu vois passer des concurrents, toi, tu demandes un petit coup de main, ça peut te faire peur. On disait que peut-être ça pourrait t'intéresser, de dire que tu dépends aussi des autres là-dessus. C'est un peu spécial comme course quand même. Sur ce plan-là, effectivement, c'est clairement très spécial. Le Dakar, et je pense qu'il n'y a aucune commune mesure, hormis forcément les courses de rallye raid qui sont également organisées, parce qu'il y a un championnat du monde aussi en parallèle. Mais je pense qu'effectivement, c'est moi aussi ce qui m'attire dans ce format de course, c'est qu'en fait, on fait la course, mais d'une façon complètement différente. Ouais. Moi, j'ai l'habitude de le faire sur le circuit, où il y a ce côté un peu pas familial, parce que forcément, il y a des clans, on le voit dans les constructeurs, mais en tout cas, d'être un petit peu plus proche des vrais passionnés et d'être vraiment dans un format de course en fait totalement différent, avec un état d'esprit voilà, l'aventure un petit peu, exactement. Ouais. Mais moi j'ajoute quelque chose là sur ce point-là, c'est qu'en voiture il y a peut-être moins de solidarité, il y en a quand même évidemment, mais tu vas pas avoir Sébastien Loeb qui s'arrête parce que Nadir Roma est arrêté. Par contre à moto tu l'as. Ouais. À moto, parce que justement, à moto, tu as aussi l'organisateur qui a eu cette réflexion-là. Je ne sais pas depuis combien d'années ça se passe, mais si on a un concurrent qui est au sol et qui potentiellement est blessé, les autres adversaires, je parle d'adversaires, s'arrêtent. Et ils sont leur donnent le recrédités. temps, ouais. Mais Et il n'y voilà. a pas ça en voiture? Non. Arrête. Et je Non, t'ai non. persuadé que c'était dans toutes les catégories. Ou alors en voiture, il faut vraiment que le concurrent vraiment soit un sur le gros toit, crash, qui est marqué pas OK, voilà, mais c'est très rare. Alors qu'en moto, tu t'arrêtes vraiment. Est-ce qu'ils sont je m'étais posé cette question, j'ai oublié de le poser à nos invités, bon, peut-être qu'on leur reposera quand ils seront là pour le débrief. Est-ce que comme quand tu fais un Vendée Globe et que tu as un concurrent qui est vraiment mal, l'ASO, donc l'organisateur, peut dire à tel concurrent, il y a un problème, tu arrêtes la course et tu vas apporter assistance parce que l'hélico ne peut pas arriver avant 12 minutes et là, il y a un danger de vie ou de mort? Je pense qu'il y a possibilité de ça, effectivement, mais de toute façon, ça arrivera. Hormis le fait, hormis le cas où peut-être que le concurrent est complètement hors des sentiers ou hors des waypoints, mais sinon, tu vas forcément croiser la route, donc tu vas t'arrêter. En fait, il n'y a même pas il n'y a même pas, si tu veux, de tergiversation. Quand tu vois pas petit panneau OK, ou quand tu sens que le motard ne se relève pas... Eux le savent qu'il y a marqué pas OK, c'est marqué sur C'est surtout que c'est marqué OK. En fait, comme en rallye WRC, il y a un petit panneau. On l'a vu avec les images de Bruno Sabi, hier ou avant-hier. OK. Ils ont mis sur la porte le OK. En vert, OK, comme ça l'organisateur le sait, les concurrents qui passent à côté le savent, donc ils n'ont pas besoin de s'arrêter puisque tout va bien mais ils physiquement. le savent, sur leur roadbook, il y a marqué, ils vont, comme le Sentinelle, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. C'est pas marqué. Ah bah non, ils voient juste, ils le voient, ils ralentissent, ils voient qu'il y a marqué OK, on continue. Et comment ils l'activent? C'est pas activé, c'est un papier, c'est un panneau. Ah oui, c'est à l'ancienne. Pancarte, Ah ouais. à l'ancienne. Non, mais c'est mieux, comme ça au moins le copilote ou le pilote peut montrer à l'hélico OK. Et donc s'il n'y a rien de marqué, ils savent qu'il y a un souci. Et voilà. Okay. S'ils ne répondent pas aux appels Sentinelle, et si. Enfin, pas Sentinelle, comment c'est ce service en tout cas, il y a un appel de la part des organisateurs s'il y a une interruption, je crois, de plus d'une minute ou deux. Ok. Tout va bien, c'est bon? Ouais, on est tanké, machin. Voilà. D'accord. Ok, c'est bon. Mais quand c'est pas ok, on n'a pas eu le temps de mettre le panneau, et donc du coup, là, pour le coup, il y a. Je pense que ça assistance. arrivera dans les années futures avec la technologie. Le roadbook, il dira attention, concurrent devant, et ça t'affichera qu'il y a un souci. Je suis pas sûr parce qu'il s'actualise sur le déroulé normal, mais il n'y a pas de lien différent. Enfin, peut-être que, on verra. Ou peut-être des écrans comme nous on a dans les voitures de course, ou additionnels. Exactement. Mais je te parle de ça, moi, j'ai le roadbook ou un truc tu me parles du roadbook. Non, mais je veux dire, dans l'écran du roadbook, un truc, attention, concurrent 588, 500 mètres, 400 mètres, 300 mètres, pas OK, et tu vas marquer, arrêtez-vous. Ça pourrait. Peut-être, c'est ça. Avec les GPS, je pense qu'ils. C'est ça. Je pense que c'est peut-être déjà effectivement à Ils ont l'étude. les infos. Maintenant, je pense pas que les concurrents, hormis le Sentinelle, aient cette info. Ça a bien progressé en tout cas, mais voilà, on est aussi là pour ouvrir le débat, parler de ça, parce que c'est vrai que on est aussi là pour vous parler du Dakar, mais de ces choses auxquelles on ne pense pas et auxquelles les grands médias qui, eux, vous faire un résumé de course, ils ne vont pas s'attarder. On est aussi là pour ça. Triste anniversaire aujourd'hui, évidemment. Les 40 ans de la disparition de Thierry Sabine, on le rappelle, s'était écrasé le 14 janvier 1986 avec Daniel Balavoine.
C'était vraiment il y a 40 ans aujourd'hui. C'est ça, c'est jour pour jour l'anniversaire donc de la disparition de Thierry Sabine, le créateur évidemment du Dakar, créateur également de l'Enduropal du Touquet. On y reviendra tout à l'heure, il y a un petit lien. C'est un pionnier en fait de l'aventure. Il s'était perdu dans le désert et c'est de là que lui est venue cette idée. Il aimait beaucoup le désert de toute façon, de lancer une épreuve comme ça. C'était comme ça que c'était une aventure. Ouais, il lui-même était participant et il s'était complètement perdu dans le désert. Et il s'est dit, tiens, mais il y a peut-être un truc à faire pour aller se challenger et challenger les concurrents éventuels. Et donc, voilà, il a créé une superbe épreuve. Et je crois qu'on a des témoignages d'ailleurs de 2 pilotes en ce sens. Eh ben, on regarde ça en images tout de suite. J'aurais aimé connaître ce monsieur. C'est une légende et moi, je peux que être admiratif et reconnaissant parce qu'il a créé les 2 épreuves qui ont animé toute ma vie de pilote, toute ma carrière. Le Touquet d'abord et puis le Dakar. Donc forcément, c'est un nom qui est... Il y a un boulevard au Touquet, boulevard Thierry Sabine. Et j'y passe régulièrement et j'y pense à chaque fois. Quand je vois écrit boulevard Thierry Sabine, c'est quelque chose. Je pense que c'était un homme avec beaucoup de cœur. C'était un vrai. Il disait les choses et moi j'aime ça. Clin d'œil de l'histoire, c'est l'anniversaire de la mort de Thierry Sabine. C'était il y a 40 ans. Qui a créé ce rallye. Il y a un peu d'émotion par rapport à ça, pour toi, par rapport au Dakar, ce que ça représente dans ta carrière. Déjà, je félicite Adrien parce que je sais qu'il a eu un Dakar difficile, enfin pas comme il aurait souhaité. Maintenant, de revenir, c'est un champion, de revenir et de gagner une étape aujourd'hui, il marque qu'il fait partie des plus grands motos. Maintenant, quant à l'histoire du Dakar et Thierry Sabine, voilà, quelle chance d'avoir eu un mec qui a cru en cette histoire et qui a ouvert une voie qui a été aujourd'hui, je pense, bien reprise. J'ai l'habitude de dire aujourd'hui qu'on a notre Thierry Sabine des temps modernes avec David Castera. Je crois qu'on peut lui tirer un grand coup de chapeau aussi. Et voilà, je suis vraiment fier de tout ça, vraiment fier de mon navigateur et du boulot qu'on a fait toute l'année pour en arriver là. Avec toute mon équipe, ma famille, mes petites femmes à la maison avec mes filles. Et franchement, je suis très heureux de tout ça. Vraiment très heureux de tout ça. Et il a raison, David Castera. Il a obtenu ses lettres de noblesse et mérité. Moi, ça m'a vraiment marqué. Merci à Mathieu d'avoir nommé ça. J'y avais même pas vraiment pensé, mais c'est vrai que c'est le Thierry Sabine des temps modernes. Donc vraiment, il y avait de l'émotion et c'est vrai que Adrien Van Beveren, a fait toute sa carrière avec 2 grandes épreuves, pas que. Mais c'est grâce, entre guillemets, à Thierry Sabine, quoi. Effectivement. Sur les autres images du jour, alors, on parle souvent du T3, mais là, il y a une concurrente qui est ostéopathe. Oui. Elle est juste ostéopathe dans la vie et elle fait la course. Ça n'a aucun rapport, sinon. Enfin, elle ne fait pas de l'ostéopathie. Ça n'a aucun rapport, je ne sais pas, parce que j'y ai pensé, en fait. J'avais ça sous le coude comme info, parce qu'elle est auvergnate et que je la connais. Enfin, je la connais, en tout cas, étant auvergnat aussi, ça rapproche. C'est Armelle Henry qui fait équipe dans la catégorie Challenger, dans le Taurus T3 Max, avec Alexandre Giroux. C'est sa navigatrice. Ah oui, qui était en quad. Exactement. Okay. Et elle est ostéopathe. Ça peut toujours servir, pourquoi pas. Bon, je pense qu'elle n'a pas la tête à ça après des journées éprouvantes. Mais en fait, elle a commencé en étant ostéopathe pour le Dakar en 2023. Puis en 2024-2025, elle était pour l'équipe de Alexandre Giroux. Et puis 2026, le copilote d'Alexandre a tiré sa révérence. Du coup, allez, hop, elle a toujours rêvé de faire ça. Et elle est là. Et 2027 en pilote. Ça suit la logique. Allez, Armelle, allez. Ça suit la logique. Étape difficile pour les motards avec 2 pilotes hors course sur une chute, malheureusement. Ouais, j'en ai parlé hier du jeune espagnol Arnaud Oliedo. Je pensais pas en reparler aujourd'hui. Ouais. Et oh là 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 là. C'est une énorme chute pour les 2 pilotes. C'est juste dangereux. Voilà, le Dakar, c'est dangereux. On le sait. Et c'est très compliqué. Arnaud Liedo et Rui Barbosa qui donc doivent abandonner. Barbosa était 3e du Rallye 2 ce matin. Arnaud Liedo disputait son premier Dakar. Il était 9e du Rallye 2 et 5e meilleur rookie. Et malheureusement, il doit abandonner. Rui Barbosa, c'est un Chilien qui a aussi une sacrée expérience. Il est venu en Europe à 17 ans seulement. Il a été champion du monde d'enduro junior en 125 en 2010.
2018. Il est ensuite parti aux États-Unis. Il a participé au championnat spécifique de GNCC, qui est donc un championnat d'enduro aussi et de cross-country. Et puis en 2023, il rentre au Chili parce qu'il est blessé. Il se concentre sur le Dakar. Et là, super aventure. Il faisait un très très bon Dakar. Et malheureusement, il doit abandonner. Mais je voulais en parler déjà depuis longtemps de Rui Barbosa. Malheureusement, c'est aujourd'hui pour son abandon. Mais ça fait partie de ces guerriers du Dakar et on veut les mettre en avant. Ah non, mais je n'avais pas vu la chute. Je crois que j'ai jamais vu une chute plus impressionnante au Dakar. Oh, heureusement, il s'en sort. Non, une chute en a plus eu, hein. impressionnante que ça en moto. Il s'envole. Quand même, hein. Non mais, Ouais. je l'ai découvert avec vous. J'étais choqué. J'ai jamais vu un mec s'envoler comme ça au Dakar. Non, c'est vrai que Là, c'est impressionnant. le saut de dune. Oh là. Et là, en fait, le problème, c'est il n'avait pas vu, justement, pas lu le terrain, parce que c'est très compliqué. Il y avait justement une toute petite marche. Cheville cassée, en torse du genou, j'imagine. Pour Arnaud Liedo, oui, et pour Rui Barbosa, je crois que c'est l'épaule. Ah donc ok. Non mais c'est. Excusez-moi, j'ai du mal à repartir. Ah, il a calé. Ah non, mais j'ai découvert ces images avec vous. Je ne on m'attendais découvre pas tout ici. à une violence pareille. Ils sont solides, hein, parce qu'ils n'ont rien. Hein. Je veux dire, une clavicule ou une épaule et un pied. Parce qu'ils ont un pare-pierre, ou pire, mais ils ont le d'accord, gilet des mais neiges. Enfin là, c'est clair. Ils sont juste Ok. super musclés, Bon. surtout, Et puis, et Théo, super entraînés, quoi. Allez, on va repartir sur du plus positif. Ah oui. Désolé, j'ai du mal à repartir du coup. Attends, on va te donner de l'énergie. Avec justement Mission 1000, tu n'en as pas encore parlé. Non. Tu nous en avais beaucoup parlé l'année dernière. Oui, mais là, on a Mais autre c'est chose à bien. dire. Là, mais une fois, c'est bien. C'est quoi alors Mission 1000? Mais Rappelle alors, un tu sais petit pourquoi peu. j'en ai parlé? Parce que Mathis Poulet est là aujourd'hui et que je sais que dans les nouvelles technologies, il est plutôt assez intéressé. Donc Mission 1000, c'est la 3e édition. Ça met en perspective l'esprit pionnier de ce Dakar, justement. Il y a 7 véhicules seulement, on va dire. Il n'y a pas vraiment de compétition. C'est plutôt une épreuve qui vise à montrer la fiabilité. C'est un défi de fiabilité sur 100 km Il y a par jour. Segway qui roule. Et Segway, Si avec j'ai la trottinette de mon fils, c'est une Segway, il a même le même, oui, le ben même voilà. phare. Et ben Mais c'est Segway qui a développé une machine par rapport à l'année dernière, 40 kg moins lourde. Donc on fait des progrès aussi. Donc Segway, il y en a 3. Il y a 3 Arctic Léopard également, une marque espagnole. Il n'y a pas de buggy ICE, le buggy hydrogène, qui est en fait la réunion, j'en parlais dans la première émission, de constructeurs japonais. Kawasaki, Honda, Yamaha, Toyota et Suzuki se sont associés pour ce projet, et ils attendent 2027 pour avoir un nouveau buggy qui soit encore plus efficient et encore plus efficace avec cet hydrogène. C'était quoi le rapport du coup avec toi, Mathis? Non, là-dessus, attends, c'est pas- j'ai pas fini. Donc, Ah, il y voilà. a un camion hydrogène aussi, et les nouvelles mobilités, tu as plutôt connu ça aussi par le passé, et c'est quelque chose qui t'intéresse. Effectivement, c'est vrai que le Dakar, c'est assez intéressant pour ça aussi, parce que depuis, donc, comme tu l'évoquais, 3 ans, il y a des nouvelles technologies, entre guillemets, qui sont éprouvées finalement au Dakar. Et c'est vrai qu'on l'a aussi donc, en circuit avec les 24 heures du Mans également, qui a cette vocation-là d'amener de nouvelles technologies. Mais finalement, le Dakar, il amène une nouvelle aussi, entre guillemets, pierre à l'édifice, dans le sens où forcément, les voitures sont d'autant encore plus sollicitées dans des conditions extrêmes, parce que il fait très chaud, Ouais. le sable, des conditions assez difficiles aussi pour les véhicules, très traumatisants. Donc c'est vrai que ça éprouve aussi très très bien les technologies. Et donc j'avais eu l'occasion, dans le cadre d'une précédente alternance, de faire justement un sujet sur ce buggy électrique avec le consortium de constructeurs japonais. Et c'est vrai que c'est des belles choses qui sont entreprises pour justement développer le Dakar aussi et le mettre dans une nouvelle ère aussi finalement. Et comme Mathis et Manceau, on va en parler de mission H24, évidemment, mission H24. mission hydrogène. Hydrogène. Et on espère voir des voitures hydrogènes aux 24 heures du Mans, et Toyota notamment, qui a annoncé avoir une voiture en 2028 ou 29 aux 24 heures. Ouais, c'est ça. Eh ben, merci pour toutes ces précisions. Avant de partir du côté des ambassadeurs, on parle de la plus grande aventure. La oui. course, c'est les plus belles aventures qui existent, avec le plus grand aventurier. Eh oui. On parle bien évidemment de Mike Horn. Oui. Donc, on a eu des bons invités. Et là, il est sur le Dakar, Mike Horn. Ouais, c'est un En aventurier. touriste ou il roule là, parce que branché. je le vois? Non, il roule pas, justement. C'est pour ça que je t'ai fait le lien, mais tu ne l'as pas lu. C'est un aventurier branché. Si, je l'ai vu, mais Mike je me Horn. dis pourquoi est-ce qu'il me dit branché? Eh ben parce que l'ancien copilote de Cyril Després ne roule pas, mais il est présent par l'intermédiaire de sa société Innocell, qui fournit des générateurs à piles à combustible pour justement hydrogène et les véhicules de mission 1000 et une partie du bivouac. Donc il est présent, Mike Horn, mais pas en tant que concurrent, il est présent en tant que prestataire. Ah, il avait fait copilote de Cyril Després? Bien sûr. Ah, j'avais oublié ça. Ouais.
Il est aussi bon que ça en. Il est aussi en bon, armes. je sais pas s'il est aussi bon, en tout cas, bah, il fait plus, donc je sais pas s'il est aussi bon, mais Ouais. en tout cas, il a découvert. Ok, non mais c'est très intéressant. C'est vrai que le mec il sait tellement tout faire, ça Bah ne oui. m'étonnerait pas qu'il soit bon en navigation. Bah C'est oui. c'est de l'instinct ça. Bah, il est obligé, voilà. Ouais. Ouais, les endroits naturels, il connaît plutôt bien, en plus, Ouais, je pense, ouais. donc il doit pas être trop mauvais. Et puis si tu as une galère, tu dois dormir dans la nuit, avec lui tu es tranquille, tu sais que le scarabée, même Oui. s'il t'attaque, C'est bon. le scorpion passe par très contre, bien. le scarabée, ça a l'air. Non, mais le scarabée aussi peut ouais, t'attaquer. Mais de lui- toute façon, t'as une bouteille et un élastique, c'est bon. Tu peux tout faire. Avec Mike Horn, t'es tranquille. Faut l'avoir dans le coffre, Mike, quand tu fais la C'est vrai, c'est compétition. ça. Il est un peu encombrant. Mais... Quand t'es en galère, tu fais Mike, pas de problème, les gars, je vais vous aider, bouge pas, j'ai un chamallow, une ficelle, je vais te faire une toile de tente. Bref, tout de suite, les ambassadeurs. Alors, on va parler de Sébastien, sans transition, qui est remonté fort. Oui. Il a fait 3e position sur surtout- cette étape. Non, mais surtout, tu te souviens qu'hier, il avait plus de direction assistée. Ah oui, mais je t'ai pas demandé alors. Bah oui, il a mais réussi c'est à bien que réparer. tu me demandes plus. Oh, bah ça va. Qu'est-ce qu'il a réussi à Et bah, faire t'avais fait le bon col. T'as dit, mais Non. ils vont quand même pas Gout- prendre les pièces de Gutiérrez Christina Eh bah, Gutiérrez. si. Ils ont pris à la fois les pièces, les durites de Christina Gutiérrez, donc quelques durites Ouais. de son Dacia, et le navigateur de Christina Gutiérrez, parce que c'est un mécanicien, on l'avait prévenu, présenté l'année dernière. Eh ben, il a passé une partie de la soirée à faire de la mécanique, justement. Sébastien regardait attentivement ce qui se C'était passait. lui, je le voyais dans les photos, ouais, c'est Ouais, pour ouais. ça. Et c'est Pablo Moreno, donc je voulais encore le féliciter parce que il est souvent justement mis à contribution. C'est un très bon mécano, donc pourquoi ne pas en profiter. Et il fait partie de cet équipage avec Christina Gutiérrez, qui était dans le top 10 avant la journée de l'étape 10. Et du coup, Gutiérrez, elle est repartie avec sa direction de camion. Non, parce que justement, sur le camion d'assistance, ils ont récupéré des pièces qu'ils ont pu installer sur la voiture de Christina Gutiérrez. Je ne pense pas que le résultat était mirobolant Ouais. et formidable. Et d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, il lui arrivait des petites galères à Christina. En tout cas, du coup, Pour Sébastien, c'est très bien. 3e position. 3e de l'étape, à 9 minutes 20. Il était 6e au général ce matin, à 21 minutes du leader. Il est désormais 4e, mais à 23 minutes. Ah, Donc, mais c'est remonté quand même. il est remonté de 6 à 4 et il perd 2 minutes. Oui, mais il est 4e. Oui, d'accord. Mais enfin bon, Il est peut quand toujours même se à passer des 23 choses. minutes. Ce Dakar va être plein de surprises Je jusqu'au bout. sais. Mais enfin bon, c'est quand même dommage, quoi. T'as l'impression, Sébastien, il remonte, mais en fait, il recule. Et ben voilà, Oh là là. c'est le Dakar. Et tout de suite, l'interview de Sébastien, justement. Pablo a fait un super boulot, il en a fait bien plus que moi quand même, il faut le souligner. Donc le copilote de Christina, et la voiture était nickel aujourd'hui, aucun problème. On a fait une ou deux erreurs sur de nav, sur des waypoints, on a tourné un petit peu, on a changé de roue, un décoincement et une crevaison lente que je traînais depuis 80 km et que j'ai changé à 20 bornes de l'arrivée. Mais voilà, sinon on a roulé sur un bon rythme, globalement c'était encore une spéciale compliquée. Donc il fallait la finir proprement, c'est ce qu'on a fait. Tout peut arriver, on voit bien que c'est des spéciales très compliquées, difficiles. Il peut y avoir des écarts. Donc nous, de notre côté, ce qu'on a à faire, c'est de continuer à rouler correctement. Pour le reste, on verra bien. Bah, ça fait plaisir. On voit quand même, petit souci de direction assistée hier, mais que le Dacia, ça y est, il commence à être tout à bien fait. né et il commence à être bien On fiable. n'a même pas parlé de ventilateur ni rien, attention. Non, mais c'est pour ça. Non, mais très bien. Il faut le dire aussi. Eh bien, peut-être un 6e podium pour Sébastien. Allez, on y croit. Ouais, 6e ce serait podium. bien. Ça serait Franchement, ce serait bien. Et en parlant de podium, oui. Qui est remonté sur le podium en SSV? Eh ben, Xavier de Soultret, Ça, c'est bravo. bien. Bah oui, il fait 2 de l'étape aujourd'hui. Il est 3e du général en SSV. Donc, voilà, tous les voyants sont au vert. Il reprend pas énormément de temps sur ses adversaires. Il en perd même un petit peu sur Brockegger. Mais il est là et il est de retour sur le podium. Ouais, c'est bien ça. Et ça lui plaisait pas la 4e position. Mais non. Il voulait remonter. Nous non plus. Ça nous plaisait pas. Et ouais. Et il avait beaucoup mécaniqué sur. Un petit sur la peu, voiture, pas plus pas que plus que d'autres. ça. Je crois qu'on a des images, mais pas plus que Avec d'autres. un petit cardan. Ah, peut-être le cardan d'Olivier Pernaut. Fallait demander de l'aide Ça doit être à une Benjamin tellement Rivière. Une galère, ça. Je pense que quand tu fais le Dakar, tu es obligé, dans les grandes lignes, de démonter et remonter intégralement ta caisse pour savoir comment elle fonctionne, limite. Oui, ouais, c'est ça, moi, qui me bloquerait, Mathis. T'es bon, toi, en mécanique ou pas? Moi, j'aime beaucoup cet aspect-là, justement, du Dakar. Ah ouais Le fait de devoir à la fois être bon pilote, mais aussi être un peu bon technicien, on va dire, pour pouvoir ouais. comprendre un peu comment tout fonctionne. Et je trouve ça super intéressant. Donc, mais effectivement, je pense que quand en plus on est dans ces catégories-là, buggy, en SSV, je pense qu'il faut être assez bon metteur au point et vraiment bien comprendre comment ça Et fonctionne. fin.
Et très fin. Pour ressentir et tout. Et Pour je pense que ressentir, ouais. c'est plus accessible qu'un Ultimate où il faut tout démonter. Ah oui. Voilà, c'est vrai que. D'ailleurs, on en parlait hier avec Alexandre Cugnot, hein, les pilotes en Ultimate, à part quand c'est une marathon refuge, ils n'ont pas le droit de mettre les mains dans le cambouis. C'est Exactement. des vrais prototypes, en fait, limite comme on a sur la piste, et des prototypes sur le sable. Donc je pense qu'effectivement, c'est très compliqué. Puis il y a il y a le classe roue motrice, donc il y a plein de systèmes aussi qui doivent être très compliqués. Tout de suite aussi, pour terminer avec Xavier, parce qu'on n'a pas regardé son interview. Faut savoir. Oui, on manque le principal. Bah alors. Xavier, qu'est-ce qui s'est passé? Bah ouais, c'est top, on est revenu un peu dans le bon wagon, on a une bonne position de départ et c'était des dunes aujourd'hui. Donc on a fait une super étape, on a fait peut-être 200 km roue dans roue avec mes deux coéquipiers Brock et Johan Christopherson, et on s'est vraiment marré parce qu'on était super proches. Ça c'est vraiment le team Polaris, quoi, les trois RZR qui se tiraient la bourre. Lui il fait du rallycross, mais là on n'était pas roue à roue mais vraiment proches, une fois l'un, une fois l'autre. J'ai pas mal ouvert. Johan il s'est mis derrière, il a un peu regardé comment on fait, puis d'un coup il s'est un peu énervé pour essayer lui de prendre ses responsabilités, et à un moment il est même parti énervé comme tout dans les dunes. Et on s'est bien marré et on a fait une super étape. Je pense qu'on était même 1, 2, 3 jusqu'à ce qu'il ait son problème. À un moment il s'est écarté un peu pour me laisser passer, je pense, et il s'est mis dans du sable mou et ensablé jusqu'au sabot. Et là il a sorti les pelles et il a dû bouger beaucoup de sable, je pense. Mais c'était super, belle étape, et puis on s'est retrouvé avec Brock tout à la fin, dans les cailloux, vraiment étape, on a vu que des Polaris à bloc aujourd'hui. Et ben pour demain, on avait baissé la pression à 0,9, vraiment très bas, pour le sable mou. Donc dans les cailloux à la fin, c'était un petit peu trop bas pour les cailloux, donc on a un peu serré les dents pour être bien sur la fin. Mais dans le sable, ça nous a beaucoup aidé. Et ben demain, on a des gros cailloux, donc il va falloir être précautionneux. Et puis on a 18 minutes sur la deuxième place. Donc on a perdu 1 heure le jour 7 et 8. Donc on est à 1h21 de la première place. Bon, on est remonté 3e aujourd'hui, à 18 minutes du deuxième. Donc il faut qu'on aille le chercher demain. Mais bon, on va aller chercher ça. On a le résumé, c'est bon, on peut y aller en clôture. Voilà. Merci Xavier. Merci, et à demain pour l'avant-dernière étape. Il est top, cela dit c'est très complet, c'est comme Christian Lavieille. Ah mais c'est un résumé, ça, tu peux faire le résumé de Xavier de Soultrel, il y a tout dedans. C'est génial. C'est tout bien. Non, c'est j'aime cool. bien. Bon, on n'a pas parlé de Christian Lavieille. Bah non, justement, il va nous faire un résumé. Encore une fois. Bah non, 3, non plus. Ah bon, non, j'ai dit 3, n'importe quoi, je suis habitué. Non, mais il reste P2. Non, d'accord, au général, mais il est 5e de l'étape là, à 19 minutes. Il a eu des galères et il va peut-être nous expliquer, mais il est toujours 2e au général, mais à quasiment 2 heures maintenant de Simon Witz, qui fait 12e au général, qui remporte une 9e étape Andy rendez-vous. Il est incroyable en 2 roues motrices et triplé MD, mais donc sans Christian Lavieille, avec Jean-Rémy Bergoun et avec Ferran Jubani. Le triplé sans Christian n'a aucun intérêt. Je sais. Je sais même pas pourquoi tu le dis. Parce que je veux quand même citer cette équipe MD Rallye Sport. Eh ben, on a une interview de... Ben oui. Eh ben, un résumé. Une interview, c'est parti. On attendait l'étape marathon avec impatience pour essayer de faire quelque chose, mais en fin de compte, on a fait 2 jours de... Ah bon, j'allais dire un gros mot. Entre le jardinage d'hier, aujourd'hui au kilomètre 120, on avait juste 20 km avant, on avait l'espace Ferrari avec la Toyota et puis un Century. Et le Century avait rabaissé le rythme, donc pour le redoubler dans les petites dunes blanches, on l'a klaxonné, il s'est décalé un petit peu. Nous, on s'est décalé sur du plat. On est sorti des traces et la voiture, elle s'est enfoncée, mais on s'est fait ventouser alors qu'on était à 800 grammes en pneus. Donc on s'est posé là, sur du plat, mais honnêtement, j'aurais jamais pensé me poser. C'est la première fois que je sors les plaques depuis 5 ans, ou que je roule avec le buggy depuis 6 ans avec le buggy. Et même pas dans des dunes, sur du plat. On a sorti les vérins ils descendaient, s'enfonçaient dans le sable tellement que c'était mou, donc on a perdu pas mal de temps, on a laissé 10 minutes là. Et puis à la fin, je prends une petite pierre à 20 km de l'arrivée où je fais ma première crevaison du rallye. Après, elle n'était pas grosse, elle est due aussi parce qu'on a roulé, on a fait 300 km avec des pressions à 700-800 grammes. Donc on casse complètement les carcasses et on a fait vraiment le pneu sur le côté. Donc ça aurait été sur un début de course ou avec des pneus avec des pressions normales, même si j'étais regonflé, je pense pas qu'on ait crevé. Donc voilà, négatif. Puis après, même si j'ai des 3 autres fois sur des caps, on a un peu merdé, on n'a pas été bon, on n'a pas été au plus direct. Voilà, c'est pas à oublier. Demain sera meilleur. La voiture est intacte, tout va bien. Donc voilà, il reste encore 3 jours. Eh bien, un résumé complet oui. pour Christian. Et on comprend vraiment bien. Ouais. J'aime bien quand Christian nous explique, c'est top. Alors malheureusement, ça semble être une 2e place au général en catégorie de roues motrices, mais c'est déjà bien. 2e, il est isolé, hein, 2e, mais avec beaucoup d'avance sur le 3e. Normalement, Christian et Valentin,
Ça doit être bon pour le podium. On nous parle sur le chat, là, est-ce qu'ils mangent pendant les spéciales? On est d'accord que non, ils n'ont pas le temps, ils sont 55% à fond, ils n'ont pas le temps de manger Non, je crois pas. Un lion et un Kit Kat. Non, par contre, ils ont peut-être des petites barres énergétiques. En spécial? Ah oui, je pense que tu peux. En liaison, oui. En spécial. Elles sont longues, hein. Oui, mais il faut à la pompe, non, aussi, à un moment. Donc peut-être qu'à sur la pompe à essence. Quand ça roule... Non, quand ça roule, généralement, tu vas pas sortir ton sandwich. À 170, tu roules à une main dans le désert, pas plus que 3 heures. Ouais, attends les gars, vas-y, je tiens avec le volant avec les genoux, là, c'est bon. Ah non. Je pense qu'avec le camelback, ils boivent, mais ça s'arrête là. Non, mais voilà, des petites barres énergétiques, des choses comme ça. Enfin, pas barres, mais des... Des gels, un truc comme ça. Exactement. Ouais, en tout cas, c'est assez rapide. En 3 heures, l'adrénaline est dedans, je pense que tu as envie de tout sauf de bouffer, quoi. Ouais, je pense pas. Et puis ça jette dans tous les sens avec les cailloux et tout. Un petit peu de sable, c'est croustillant. C'est pour Cyril un petit peu de croquant. C'est croquant du fond dedans. Un peu de gel, un peu de sable, et voilà, Cyril Lignac est content. Bon, voilà. Et ben, on passe tout de suite à l'Ultimate, c'est parti. Et alors là, aujourd'hui, Cocorico, ça fait plaisir. On parle de lui quasiment tous les jours. Victoire française pour Mathieu Serradori et notre copilote préféré aussi, Monsieur Minaudier. Le Century a très très bien fonctionné aujourd'hui au Dakar. Une victoire historique pour Century avec Mathieu Serradori, Loïc Minaudier qui ont tout donné. Ils se sont pris une petite pénalité de 2 minutes, mais c'est rien. Ils ont pris des risques maximum et ça a été payant. Loïc Minaudier, à un moment donné, Loïc Minaudier a même dit à Mathieu, là on va pas finir si tu continues comme ça. Donc il y a aussi le rôle du navigateur qui est pour tempérer aussi on va dire l'énergumène qui est au volant. Ils sont partis loin parce qu'ils ont eu des galères. Et donc, ils ont pris des risques maximum au niveau du pilotage, au niveau des pressions pneumatiques. Ils ont tout donné. Ils ont dépassé énormément de concurrents. Et c'est la première victoire sur le Dakar du Century. C'est ce que j'allais te demander. Le constructeur sud-africain. Mathieu Serradori a jamais eu de victoire d'étape. Si, mais c'était en 2 roues motrices à l'époque. Avec. En 2020, je pense qu'il n'était pas avec Century, effectivement, quand il a décroché sa victoire d'étape, puisque c'est le 2e succès d'étape pour Mathieu. Et c'est le premier pour Loïc Minaudier, qui était tout émoustillé ou ému. La joie, elle est là. C'est incroyable. Bien pour eux. On est trop incroyable, parce que face à des usines comme Toyota, comme Ford, comme Dacia, faut se rappeler que c'est un constructeur modeste, quoi, j'allais dire Century, venu d'Afrique du Sud. Et c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Donc voilà, vraiment bravo. Et il a résisté à Nasser Al-Attiyah. C'est beau. Eh ben, tu sais quoi, pour marquer tout ça, l'interview de Mathieu Serradori. Hier soir, on est rentré avec le moral un peu dans les chaussettes, avec vraiment beaucoup de retard sur le général. Donc je vous avouerai que j'ai pas passé une bonne nuit et je me suis mis en mode... je savais qu'aujourd'hui, ça allait être compliqué parce que j'ai dit où je la casse ou on la gagne. Donc je suis parti un peu colère ce matin, avec vraiment l'intention de faire quelque chose de grand aujourd'hui. Je savais qu'il y avait un coup à faire. Peter Hansel, ce matin, il est venu me voir et il m'a dit, écoute... il y a un coup à faire, restez sur vos roues, ça va passer, et il avait raison. Et je suis vraiment content de ça parce que c'est une grosse étape et en plus on gagne avec un gros écart sur Nasser qui est parti quand même 17 ou 18e ce matin. Donc je crois qu'on a mis de l'engagement aujourd'hui. Il y avait plein de trucs qui marchaient pas, c'est ça? Non, mais on a eu peur au fur et à mesure de la journée, on a eu des petites alarmes dans la voiture. Ce matin on était au départ de la spéciale. Je trouvais que l'embrayage, il était pas terrible. On est parti, on a eu des alarmes de batterie sur la voiture aujourd'hui, on a coupé la clim. À un moment donné, j'ai dit putain, on perd le frein. Après, on est rentré dans les cailloux sûrement trop vite pour conserver les pneus et c'est passé. Je crois qu'on a fait le job aujourd'hui. On s'est pas fait de grosses frayeurs. On en a sauté une ou deux belles. En disant c'était pas maintenant que ça devait s'arrêter et c'est passé quoi. C'est vraiment une discipline c'est une discipline de barjo parce que en termes de montagne russe au niveau des émotions c'est incroyable. J'ai vu la Ford arrêter ou une ou deux Ford arrêter, j'ai dit bon là il y a un coup à faire et puis on n'a pas lâché, je suis content parce qu'à l'arrivée de la spéciale, Nasser et Fabien sont venus nous féliciter, ça fait vraiment plaisir. Et je crois que pour le team, pour Century, il fallait vraiment qu'on arrive à faire quelque chose cette année pour récompenser tout le travail de tout le monde et garder la motivation. Ah oui, bravo. Bravo.
Ça applaudit. Oh là là, il y aurait Tout une le public Marseillaise est avec nous là. Ça, bah oui, bien sûr. Ouais. Non, c'est cool, ça fait vraiment plaisir de voir suis content, ouais. comment ça marche bien pour eux. L'année dernière, on avait vraiment beaucoup parlé de ce duo-là déjà, qui fonctionnait, mais là, on voit qu'il rentre dans la cour des grands. Tu gagnes face à des usines, quoi. Et puis pour Loïc Minaudier, première victoire d'étape. C'est quand même génial dans sa carrière. Ah ouais, c'est vrai, lui qui venait de la moto, on avait parlé en début de Dakar, l'image forte, vous vous rappelez, c'était lui le pilote qui avait repris la moto et qui avait sorti d'un pierrier à un autre qui était en galère. Là, copilote, ça fonctionne très très bien. Sur les traces de Mathieu Baumel au niveau du copilotage ultime, on regarde un petit peu aussi une interview de Loïc Minaudier, pour voir un petit peu son ressenti après la course. Première victoire au Dakar, c'est sur une étape, c'est incroyable. J'ai du mal à y croire. Après, voilà, on se lève tous les jours pour ce mode de vie-là, qui tourne autour du Dakar, autour du rallye raid. Et une récompense comme ça, c'est énorme. Parce que voilà, ça fait passer énormément d'émotions, énormément de sacrifices liés à tout ça. Et voilà, aujourd'hui, avec Mathieu et toute notre équipe, on se bagarre contre des cadors, contre des immenses constructeurs. Et avec nos petits moyens, arriver à faire ça, ça prend une dimension complètement décuplée et c'est fabuleux parce qu'on vit des trucs de fou, on le vit dans un monde familial. Et là aujourd'hui, quand on était en liaison, qu'on disait on a gagné, on se rendait même pas compte. Mais on disait mais comment on va les retrouver tellement qu'ils vont être contents pour nous. Parce que voilà, là c'est comme si on avait fait un tour de magie pour nous. Et mais on savoure, demain on va rester concentrés. On a fait une très bonne opération générale. C'est limite incroyable de se retrouver là. Donc on avance. On dit tous les jours qu'on rêve. Le Dakar, il est dur parce que hier, on n'a pas été dans le coup hier. Tout le monde a tourné, nous on a un peu plus tourné. Et aujourd'hui, on est récompensé d'une autre façon. Donc le Dakar, c'est montagne russe en termes d'émotion. Et là, aujourd'hui, c'est la meilleure récompense qui pouvait exister. Ah oui, on a pris du temps pour ça, mais c'était évidemment historique pour ce C'est pas les montagnes russes, il s'est trompé, c'est les dunes. Oui, voilà, exactement. C'est voilà, vrai. C'est tout. Voilà, merci. C'est tout pour moi, Loïc, désolé, mais bravo en tout cas. C'était le fait du jour, on pourra limite s'arrêter là pour l'Ultimate. On va quand même parler des autres concurrents. Oui. Mais on n'a tellement pas assez de temps là. Il veut me couper l'herbe à chameau sous le pied, je vous le dis, moi. Non, mais là, on se croirait sur StreamVF, là, on perd. Non, alors attends, tu sais quoi ? Je vais faire du rapide. Nasser Al-Attiyah, deuxième temps de cette étape, il perd 6 minutes. Ce qui n'est pas grand-chose, mais ce qui est quand même beaucoup face à Mathieu Serradori qui a donc envoyé du gaz. Il a pris 2 minutes de pénalité, Mathieu. Sinon, c'était 8 minutes qu'il avait. Donc il a fait un petit excès de vitesse à un moment. Et allez, il y avait du temps à perdre. Enfin, il n'y avait pas de temps à perdre, pardon, il y avait du temps à gagner, au contraire. Seb Loeb, qui fait 3 de l'étape, donc 2 Dacia qui sont quand même dans le top 3. Derrière, on a Lategan qui fait finalement pas une si mauvaise opération. Il est 6e avec 13 minutes de retard. Lui, pourtant, était au fond du trou. Au début de la spéciale, il s'est fait aider par Seth Quintero. En fait, il l'a attendu et du coup, en cas de problème, Quintero était là. C'est vraiment le porteur d'eau maintenant, Quintero, alors qu'au début du Dakar, c'était pas le cas. Mais Henk Lategan a encore une chance de gagner, donc pour Toyota, c'est important. Ah ouais, encore oui, évidemment, on va faire le point au classement, mais ils sont encore là. On a Krotov, Denis Krotov, qui fait 7e. Il est incroyable. Il était 3e à un moment donné. Lui, c'est un pilote privé avec Ford, un peu comme Martin Prokop. Il est revenu, mais il est parti 48e ce matin. Le gars fait 3e de l'étape. 7e, non 7e, pardon, de l'étape. Il était 3e au provisoire après 350 km. Et par contre, grosse galère pour les Espagnols et pour Ford. Oui, et j'allais te dire, passons quand même un petit peu de temps dessus. Qu'est-ce qui s'est passé pour Carlos Sainz ? 15 minutes de pénalité, mais il a fait quoi Je sais pas, j'ai pas l'explication et ça me paraît énorme. Journée galère pour l'ancien leader. C'est fini pour Nani Roma, de ses espoirs en tout cas, de continuer à mener le Dakar. Il perd 20 minutes aujourd'hui, c'est un moindre mal. Mathias Ekström perd 30 minutes aujourd'hui, immobilisé pour un problème mécanique. Il n'a donc jamais encore mené le Dakar. Cristina Gutiérrez, après 7 km seulement, je ne sais pas si la direction était bien réglée. Peut-être. Et elle est repartie, mais elle a perdu 42 minutes et c'est donc pire pour Carlos Sainz qui perd 45 minutes avec 15 minutes de pénalité. Si vous avez l'explication, je la veux bien parce que je ne l'ai pas eu. On ne l'a pas et on en a beaucoup parlé, mais de cette famille de Polonais et qui était parti fort, il avait gagné. Tout à fait. Est-ce qu'il a réussi à maintenir sa position ? Et non, c'est ce que je voulais évoquer aussi avec Eric Gogsal qui en fait partait premier ce matin, parce qu'il a gagné. Donc c'est à la fois bien de gagner, mais dans une étape marathon refuge, c'est compliqué. Du coup, il a ouvert. Il a perdu 58 minutes, quasiment 1 heure de perdu. Il est 62e de cette étape. Comme quoi, d'un jour à l'autre, c'est compliqué. Et c'est là où on voit que les meilleurs sont évidemment très expérimentés parce qu'ils arrivent à limiter la perte de temps. Ah oui, mais alors...
Et au contraire, ça tombe une pile poil parce que sur le chat, on nous a donné la réponse. Tu dis que quand on a de l'expérience, on ne fait pas les erreurs. Il a raté un waypoint, Sainz. Non. Il a raté un waypoint. Ah, donc 15 minutes direct. Eh ouais. Waouh! Et oui, parce que je pense qu'il était aussi assez inquiet parce qu'il a vu que Dani Roma perdait du temps, il a vu Mathias Ekström arrêter. Je pense qu'il a voulu mettre gaz, rater un waypoint, ça c'est quand énorme, même. Ah bah et puis là, 15 minutes, la sanction est lourde parce que on va faire le point au classement général. Il se retrouve maintenant à 39 minutes, 7e Carlos Sainz. Il perd 45 minutes juste dans cette étape. C'est mort. Regardons ce classement général du coup. Ben oui. Alors 12 minutes d'écart entre Alatia et la Tegane. 12 minutes, c'est aussi l'écart entre Alatia et Roma, si on veut aller par là. Sébastien Loeb est à 23 minutes. Bon, c'est encore possible, mais il va falloir compter sur des petits déboires. Et regardez qui est 5e. C'est Mathieu. Et je demandais, Mathieu, c'était la question que j'allais te poser. 5e Mathieu Serradori. C'est fort, hein? C'est impressionnant. Mais aujourd'hui, les écarts pouvaient être faits. C'est-à-dire que finalement, c'est mauvais qu'il ait perdu beaucoup de temps dans l'étape 9. Mais c'est bon, parce que comme il n'a pas ouvert, c'était une étape vraiment difficile et cassante. Finalement, heureusement qu'il y a eu ce problème de pont pour Mathieu et pour Loïc. On peut limite rêver d'un podium. Je sais pas ce que tu en penses pour Mathieu Serradori sur des faits de course. Il faudra passer sur le corps de Sébastien Loeb. Oui, mais ça reste possible là, au vu de ce qu'il a fait aujourd'hui. Oui, il est à 10 minutes. C'est jouable, il est à 10 minutes et donc il est à 33. 33, donc leader. 10 fin du podium à peu près, du coup, c'est ça. Et on ne pourrait pas rêver, allez, aujourd'hui on rêve là, 40 ans après la disparition. Bah oui, deux Français sur le podium. Ce serait énorme. Ce serait jouable, hein. Ce serait génial. Ça serait bien, nous on signe ici, on signe. C'est clair. Comment tu le vois cette performance de Serradori qui peut-être s'est dit, c'était donc une étape marathon, on n'a pas d'assistance, s'est dit j'ai rien à perdre, là où d'autres en usine étaient peut-être sur un rythme un peu plus modéré pour être sûr de ne pas se faire piéger? Je pense qu'il a utilisé vraiment toutes les opportunités qu'il avait. Effectivement, comme le disait Anthony, il est parti un peu plus loin parce que l'étape d'hier avait été un petit peu moins bien négociée, avec les problèmes mécaniques également que l'équipage avait rencontrés. Donc je pense qu'il a déployé la bonne stratégie. Et puis, il avait l'air de dire que ça avait l'air d'être un petit peu chaud parfois. Je pense qu'il a exploité vraiment les 100% des capacités de la voiture sur l'ensemble de la spéciale. Et je pense que ça a bien payé. Alors peut-être, effectivement, comme tu le disais, certains ont un petit peu plus tempéré aussi. Mais en tout cas, il faut reconnaître que c'est un travail exceptionnel. Battre les pilotes usines, c'est ça. À la Tiad, gagner avec 8 minutes et puis gagner avec la manière surtout. 8 minutes, c'est énorme. Et c'est incroyable. Il n'a pas la force de frappe, évidemment, des Dacia, par exemple, ou des Toyota. Mais ce qu'il a fait, c'est que vraiment, déjà, la stratégie au niveau de la pression des pneus, il a adapté, mais ça tout le monde le fait, mais là, lui, il a pris des risques, Mathieu, avec Loïc, et surtout, il passait au-dessus des concurrents, mais il était dans la poussière, mais c'est pas grave, allez, tac, hop, je suis là, poussez-vous. C'est juste fou. Il a pris les risques qu'il fallait, bravo. Voilà. Comme la Tegane l'a fait dans l'étape 4 dans la première semaine. Exactement, très brièvement, en stock, non, ça m'intéresse Basusca, pas, toujours. Ah bah voilà, ça on y arrive. Non, mais Stéphane Péter, c'est il n'y a plus de Péter. Mais en tout cas, Ronald Basco est toujours P3. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et victoire de Basusca, quand même, qui pourrait entrer dans la légende parce qu'il a gagné en Challenger, il a gagné en Ultimate des étapes, j'entends. Il gagne en stock, il pourrait gagner au général une nouvelle catégorie. Donc voilà, je trouve que c'est un sacré client et un sacré pilote. Ouais, en tout cas, bravo Ronald. On espère que ça va tenir jusqu'au bout. Allez, on passe au SSV parce qu'il y a aussi d'autres choses à vous dire. Mais c'est toujours Brock Hager qui en sort vainqueur. Pas grand-chose finalement à dire. On a eu le résumé de Xavier tout à l'heure. Ils ont roulé en trio chez Lopfre Media Motorsport. Victoire de Brock Hager, doublé Polaris avec donc Xavier de Soultret qui perd simplement 1 minute 15, donc pas grand-chose. Finalement, celui qui fait une mauvaise opération, c'est celui qui était en deuxième position, notre ami portugais, qui repasse 4e derrière donc Kyle Cheney, qui est 2e au classement général, derrière Brock Hager, et devant Xavier de Soultret. Ça va être très serré. Brock Hager qui reprend quand même un bel avantage au niveau du classement général, parce qu'il a 1 heure d'avance sur Kyle Cheney. Normalement, ça doit dérouler. C'est clair. Je vois bien regarder justement ce classement général avant de parler d'Olivier Pernaut, qui justement parlait des camions qu'on verra tout à l'heure. Oui, donc voilà. Brock Hager. 1 heure d'avance, hein. Ouais. C'est pas une broutille. Hein. 1h20 derrière Xavier de Soultret, 1h47 Chaleco Lopez, et Joao Montero, dont je vous parlais, a perdu 2 heures. Il est à 2h30. Quasiment. Il a perdu quasiment 2 heures aujourd'hui.
Donc, C'est énorme. dur. La Montero, là, c'est vraiment la grosse descente. Hein. Ah oui. À 2 heures, et ça fait beaucoup. Ah, Sur une dur. spéciale, c'est un peu. Ouais. Ah bah là, oui, Aussi c'est- loin dans le Dakar en plus. Alors, Ouais. tu sais, ça peut se jouer. C'est pour ça que là, vraiment, on peut avoir encore des surprises Ah. jusqu'à la fin. Hein. Ouais, Brockegger quand même, il est Demain, solide. hein. l'étape, vous allez voir, restez avec nous jusqu'au bout, l'étape, elle est monstrueuse. Ah bah oui, La elle va durée, être piégeuse. elle est piégeuse. Non, mais surtout, il y a de la borne, attends. C'est beaucoup de liaisons. Il y a 535 bornes de liaison et 342 spéciales. Donc Ouais. finalement, C'est étape quasiment normale, la... c'est ouais. C'est une des plus longues, hein, parce que la plus longue, c'était 480 km, je crois, de mémoire. Ouais, donc c'est normal. C'est juste la liaison qui est monumentale, quoi. Ah oui, mais bon, il faudra rester concentré, parce que même en liaison, il ne faut pas faire avec cette vitesse, sinon tu es pénalisé. Donc, Omega Coyote. non, oui, bon, C'est si important. tu veux. Oui. Tu mets Coyote, tu mets ouais, je te jure, tu peux mettre gaz en grand. Bon, Ouais. Si tu fais péter, c'est quand tu fais exprès. Hein. Oui. On en parlera demain des jumelles et des radars. Exactement. Ils ont un minuteur. Bon, on en parlait tout à l'heure au niveau de Olivier Pernaut qui nous parle un petit peu des camions. On a une vidéo de lui, on la regarde et puis après on passera à la moto. Très bah oui. intéressant parce que la moto, ça fait plaisir, il y a des bonnes nouvelles aussi. Salut à tous. Alors un petit résumé de l'étape 9. J'ai fait une vidéo hier soir, mais évidemment j'ai pas pu l'envoyer, il n'y a pas de réseau ici sur le campement. Donc on a fait un peu de mécanique en arrivant parce que le radiateur d'eau était percé à un endroit à côté d'un support, tellement les voitures morflent et elles sont un peu tordues dans tous les sens. Ça a abîmé, je pense, une soudure. Il y a un petit faisceau de radiateur d'eau qui fuyait, donc on avait perdu un petit litre d'eau. Et on ne sait pas depuis quand ça fuyait, donc on a essayé de le réparer nous-mêmes avec la pâte qui durcit bien, 10 composants. On a fait tout ça avec Benji hier soir. Et puis après, notre camion STA d'assistance est arrivé. Et pour qu'il arrive, il faut qu'il fasse l'intégralité de la spéciale. Si il loupe des points GPS, il coupe, il n'a absolument pas le droit de nous aider. Donc ils ont fait l'intégralité de la spéciale, ils sont allés super tard. Et pendant qu'on dormait, ils nous ont donc changé le radiateur d'eau qui est juste ici. Voilà, nous on l'avait réparé au cas où l'assistance camion ne puisse pas nous rejoindre pour faire comme on pouvait. Et comme ils sont arrivés en temps et en heure, et ben ils nous ont remplacé le radiateur d'eau. Et voilà, et donc on va être au départ de la spéciale numéro 10. Voilà, aujourd'hui c'est une journée sable et dunes. Allez, walou. Ciao. Ciao Olivier. Allez, ciao. Merci pour ça et finis bien ce Dakar, c'est tout ce qu'on te souhaite. Il a quand même réparé pour rien, hein, je dis ça. Bon. Ouais, moi ça m'arriverait pas, je réparerai pas du tout. Oui, non, mais sauf que t'es pas sûr de repartir. Oui, moi je repars pas. Ah C'est- bon, voilà. d'accord. Moi je rachète un SSV à chaque Oui, fois que j'ai un souci. bien Ça sûr, coûte bien très cher le Dakar. Ah, c'est avec pour moi. ça le budget. Il va faire Ouais. des gros camions d'assistance aussi. Ouais, moi je le fais livrer comme dans Fortnite. J'achète le bus. Ah, et puis Et- te le livre et- juste et au voilà. Ah, Exactement. ça, c'est une bonne chose. Bah oui, voilà, c'est d'accord. juste que vous n'êtes pas prêts les gars. Ouais, non, Je suis mais juste en je crois avance. que BF est pas prêt non plus finalement. Vous êtes sûr que vous voulez le faire C'est le engager? budget. T'as utilisé combien de SSV au Dakar? Bah combien d'étapes? 12 Ah, 12 SSV. Ouais mais au moins je les abîme pas. Ah bon, on est nickel, hein. Ouais, Tu fais une étape, Je les c'est amène même pas à la fin de rodage. Ah non. C'est propre. Bon, allez, on démarre maintenant cette dernière partie de l'émission avec la moto. Let's go. Et là aussi, ça fait plaisir. Bravo. Enfin, bah oui, il y a du Ah sable. là, bah Il y a oui, Adrien Van Beveren. Il Ah répond oui. toujours présent pour le sable. C'est le On l'avait Touquet. dit. C'est le Touquet qui respire en On Adrien. l'avait dit hier, hein, pour ceux qui nous suivent tous les jours, merci déjà. Ouais. Et on avait évoqué une étape avec du sable. On avait dit que Adrien pourrait être dans le coup. Il les a atomisés. Il pouvait prendre des bonifications, évidemment, les leaders. Sauf que l'ouvreur n'est pas resté longtemps ouvreur. Il y a eu des petites galères pour les pilotes Honda, notamment. Là, en tout cas, doublé français. Auto et moto à Bichat. C'était pas arrivé depuis 2024, où Sébastien Loeb et Adrien Van Beveren s'étaient imposés. Et une victoire française le jour de la commémoration de la disparition de Thierry Sabine, c'est un sacré... une sacrée signification. Adrien qui a été meilleur pilote du jour dans un sable un peu mou, sable blanc, un sable qu'il connaît bien et on l'avait vraiment... on avait voulu, en tout cas, l'encourager, et ça a été fait. Et j'ai une petite anecdote à ce niveau-là. Il va participer au Touquet. Ça, je Oui, dis. ça. Bah, ça Jusque-là, est encore c'est là Pardon? Cette année encore? Oui, tout à fait, en 2026, mais en vintage. Il veut s'engager. Ah bon? Sauf qu'il y en a un autre qui veut s'engager en enduropal. J'ai découvert ça aujourd'hui. Mathieu Serradori. Non. Si? Il est pilote aussi moto? Ben non, mais ça sera son premier. Il va Il est pas prêt, découvrir. hein. Bah non, il est pas prêt. Mais Loïc va l'aider.
Et donc, c'est rigolo qu'aujourd'hui, les deux qui gagnent l'étape le jour de la commémoration de l'anniversaire de la disparition de Thierry Sabine, qui veulent faire le Dakar et l'Enduropal par la suite, ils sont au rendez-vous. Donc attention, bon courage Mathieu. De toute façon, on en parlera demain avec notre invité de l'Enduropal. Et ce sera aussi une grosse page de l'interview de parler de cette compétition. Mais en tout cas, on voit que ceux qui sont fans du sable, ça a bien payé aujourd'hui. Adrien, on est très très content pour lui. On regarde son interview, et puis là, ça fait plaisir. Là, il a le sourire. Ah bah oui, c'est parti. La fin, on a attaqué, mais on était à 4 avec mes teammates dans la poussière. En fait, au final, t'attaques, mais tu te gênes aussi en même temps, quoi. Donc, je sais pas si c'était... Mais bon, j'ai ouvert beaucoup, j'ai pas mal de bonus. C'était cool, c'était top dans la partie sable mou. J'ai vraiment pu faire la différence et je me suis fait plaisir et j'ai attaqué très fort. En fait, tu avais des parties très dures, comme du ciment sec avec des marches entre des dunes très molles, en fait. Donc, tu te mets sur l'arrière pour prendre les dunes molles, pour pas passer par-dessus le guidon, parce qu'elles sont comme du sable mouvant. Par contre, quand tu tapes les endroits durs, la moto, elle accélère. Enfin, c'est toute une gymnastique visuelle d'essayer de voir quand est-ce que tu as de l'adhérence, quand est-ce que tu n'en as pas. Et c'est là-dedans que j'ai fait la grosse différence. Je pense que c'est là que j'ai gagné le plus de temps. Aujourd'hui, dans ce domaine-là, c'est mon point fort, on va dire. Oui, c'est ton point fort. Et on le savait. Bravo, Adrien. C'est top, hein. Ouais, c'est cool. Et il s'impose devant qui ? Devant qui ? Devant son équipier, Ricky Brabec, qui fait une bonne opération au classement. Parce que mine de rien, il termine à 3,49 d'Adrien Van Beveren. Mais il réussit à mettre derrière lui Luciano Benavides et surtout un certain Danny Sanders. Et il a chuté ? Il a chuté, il s'est fait mal à l'épaule, il a serré les dents, il a terminé, je ne sais pas comment il a terminé d'ailleurs. 16e ? Il a perdu énormément de temps. Déjà, il a terminé. Il a terminé. Mais il s'est blessé vénère. C'est pas sûr qu'il puisse partir demain parce qu'il va être checké au bivouac. Là, il est en train d'être checké. Espérons que ce soit pas trop grave. On sait que ce sont des warriors et Chucky a été piqué, malheureusement, mordu, piqué, parce qu'il est fan d'abeilles. Donc là, malheureusement, il va pas faire le doublé qu'il aurait bien aimé faire. C'est vrai, ouais. Ça aurait été historique, mais ça ne sera pas le cas. Et Ricky Brabec s'est arrêté, puisqu'on en parlait tout à l'heure au début de l'émission, il s'est arrêté avec Tosha Arena pour porter secours à Danny Sanders. Ah ouais, la solidarité motarde, comme on en parlait. Donc c'est un resserrement au classement général. Ricky Brabec en tête pour la première fois de ce Dakar. Et de qu'il est payé un Brabec, là ? Pour 1 minute devant Luciano Benavides. Charena, 3e à 15 minutes. Danny Sanders, 17 minutes de retard. Il est 4e et c'est pas sûr, encore une fois, qu'il puisse partir demain. On va voir, peut-être que les infos vont tomber ce soir, et les infos positives. Mais il s'est blessé à l'épaule et c'était pas beau à voir. Et Adrien Van Beveren, donc, est 6e à 58 minutes. Donc, est-ce que le podium est possible loin, j'ai l'impression. Voilà, ça va être dur. Ouais. Mais peut-être, cela dit, s'il y a une hécatombe, j'allais dire, devant, ou si il arrive à reprendre déjà, encore... le contrat est rempli. Oui, s'il reste une victoire d'étape. Une victoire d'étape, c'est quand même pas... ça, c'est clair. Pas rien. Ça, donc c'est beau. Mais Honda pourrait faire le doublé en Rallye 2 et en Rallye GP. Attention, parce que Ricky Brabec est en tête, mais en Rallye 2, on a encore Preston Campbell qui résiste, mais je sais pas. Ça les intéresse vraiment, les c'est la première fois. Ah bah oui, c'est la première fois que Honda s'engage à titre officiel. Pourquoi ? Parce que c'est du compé client que là, demain, tu vas... ça n'existe plus, tu vas chez Challenge 75, où il y a Cyril Després qui était mécanicien là-bas. T'achètes ta Honda et tu vas aller en Rallye 2, t'as rien à faire. Bon, t'as pas grand-chose à faire, on va dire. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Jérôme Martini. Hein. Est-ce que c'est les mêmes motos en mal moto que les Rallye 2 avec l'assistance, en fait ? Ah bah pour moi c'est les mêmes, mais les rallyes GP aussi en même temps, elles sont en 450 cm3 limitées. Pour moi c'est pareil, c'est juste la préparation qui est différente. Quand tu as une équipe derrière, forcément c'est au cordeau. Quand tu es en rallye 2, tu es jeune, et donc, t'es jeune, ou en tout cas tu découvres le Dakar, et puis après en mal moto, tu vis une aventure, quoi. C'est encore un petit peu différent. Très bien. D'ailleurs, Emmanuel Gignac, qui est engagé en Malmoto, était engagé dans un des rallyes du W2RC en Rallye 2. Donc, c'est possible. Ah oui, c'est pour eux, quoi. Je veux dire, il y a possibilité. Et donc, Preston Campbell reste en tête. Mais le Slovène Tony Mulek a fait une bonne opération aujourd'hui. Il a repris 14 minutes en tout à l'Américain. Donc là, il y a très, très peu d'écart entre les deux. Il y a plus que 3 minutes 23 d'avance entre Preston Campbell et Tony Mulek. Donc, ça va être très serré aussi en Rallye 2. Il y en a partout. Il y en a partout de la bagarre. C'est génial.
Là aussi où c'est génial également, encore une victoire française, Benjamin Melot. C'est la troisième. Qui retrouve la tête du classement. Et pas qu'un peu, parce qu'il a fait la différence face à Josep Pedro. Il a pris 6 minutes de pénalité, Josep, et il termine à 14 minutes de Benjamin. Il est donc au général à 13 minutes 39. Il a fait une petite erreur, il s'est enlisé. Benjamin l'a vu et il s'est dit, c'est là ou jamais, il faut que je mette gaz. Il fait 15e du classement Scratch. Hier, il a fait 12. Là, il fait 15. Ils sont exceptionnels, ces pilotes Malmoto, parce que je veux dire, ils n'ont pas d'assistance. S'ils font n'importe quel problème, ou s'ils ont n'importe quel problème, après, il faut qu'ils réparent. Donc, ils ne prennent pas tous les risques comme les pilotes Rallye GP. Eh bien, toujours est-il que Benjamin est donc en tête. Bravo. Et Jérôme Martini, le Belge, qui voulait son podium, pour l'instant, il l'a, on croise les doigts pour lui. Il a toujours été un petit peu moins fort en navigation, disait-il, mais sur le pilotage, je vais faire la différence. Et bien, Jérôme Martini, il est 3e pour l'instant. C'est beau, les images, elles se font rêver. T'as vu, c'est bien. Hein. Ah ouais, c'est... Ils ont vraiment dû kiffer. Hein. C'est vrai que... oui, enfin là, aujourd'hui, c'était quand même... On a vu des images au début où certains avaient un peu moins kiffé. Oui, non, mais là, surtout, ce qu'Adrien expliquait aussi, c'est que c'était très piégeux parce que tu pouvais passer d'une portion de sable mou à quelques marches et tu te fais piéger comme justement le concurrent qu'on a vu tout à l'heure en début d'émission. Tu peux vite te faire perturber et piéger. D'ailleurs, le vainqueur en titre du Dakar et champion du monde W2RC, Danny Sanders, s'est fait piéger, donc attention. C'est cool. Et j'en profite pour faire un petit aparté. C'est vrai qu'on fait cette émission. Alors, on est passionné, tu es passionné, vous êtes aussi des passionnés. Et on a maintenant, régulièrement, on a eu hier des commentaires de Mathieu Serradori, de Benjamin Melot, pour nous dire qu'ils étaient contents de voir les images qu'on fait. Donc, on voulait vous remercier, tous les pilotes qu'on essaie de mettre en avant, de prendre le temps de mettre en avant sur cette émission, et que pour les petits réseaux sociaux qu'on fait, les petites images de réseaux sociaux, ça leur fait plaisir. On le sait, les partenaires, et c'est aussi, alors je dis pas que c'est ça, mais c'est des images aussi comme ça qu'on peut faire pour mettre en avant les pilotes, qui fait que les partenaires disent regardez, on peut aussi avoir des remontées sur le digital, et ça c'est cool. C'est si difficile que ça aujourd'hui de monter des projets pour la compétition, même à ton niveau? Oui, bien sûr. C'est de plus en plus difficile parce que les coûts augmentent de plus en plus dans toutes les catégories, que ce soit en rallye raid, sur circuit, en rallye aussi sur asphalte. Donc c'est vrai que c'est très compliqué, et c'est vrai que les images aujourd'hui sont super importantes, et c'est aussi ce qui permet, je pense, de trouver des partenaires pour le Dakar, c'est qu'il y a des images, on l'a vu à l'instant, qui sont juste magnifiques, forcément qui font rêver plein de monde, et donc forcément les marques aussi recherchent ce genre de choses-là. Et après, tu as la possibilité aussi de les emmener peut-être avec toi dans l'aventure, de les emmener sur le circuit, c'est ce que tu peux proposer aussi? Exactement, bien sûr, c'est ce qu'on propose sur le circuit. Alors après, au Dakar, forcément, c'est peut-être un tour d'hélicoptère, c'est vraiment le partenaire plus. Ouais, mais ça peut être fait. Alors, et puis après, forcément, on peut aussi faire une incentive avec les partenaires, on peut les emmener dans les buggy, parce qu'il y a un siège passager, donc sur certains circuits, je pense que c'est faisable. Xavier de Soultret, c'est un spécialiste, je crois. Ouais, il a bien fait le taxi, là. Il a bien fait un cardan. Donc voilà, mais il y a plein de choses à mettre en place, et c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est super important, les réseaux sociaux, pour pouvoir trouver des partenaires. Bon, et il y en a un qu'on aide à chaque fois. C'est Florian Vancillon. Ben oui. Il est toujours dans le top 10, rassure-moi. Oui, il a perdu un petit peu de temps. Ouais, il a perdu un petit peu de temps. Elle était dure, cette spéciale. C'est sa première fois au Dakar, Florian. Et on l'encourage. Il a perdu 1h08 aujourd'hui. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de terminer. Termine, Florian. On a pu échanger avec sa compagne aussi, qui le soutient à mort. Donc voilà, on espère avoir une petite réaction de Florian d'ici la fin de ce Dakar. Il perd 1 heure, oui. Il est 9e derrière notre ami italien Tiziano Interno. Il a 12 minutes d'avance sur la 10e place. Donc il reste dans le top 10. Ouais, écoute, en tout cas, on va suivre ça. Allez Florian, allez Benjamin, allez Mathieu, allez tout le monde, allez Adrien, allez Sébastien, allez Xavier. Allez Brock Heger, allez Kyle Feney, Chenet. C'est des ricains, on soutient français, monsieur. Hein, parlons du Mercosur. Oui, c'est ça, exactement. Alors on n'est plus dans RS, du coup. Rien à voir, en tout cas, on est très contents. Je suis vraiment, c'est une belle émission. Je suis très content de la faire et de pouvoir mettre en avant les pilotes. Et c'est cool. Et Tanguy nous dit, c'est un véritable boost pour avoir des partenaires. Voilà, c'est cool. Si on peut aider, un cercle nous. Vertueux. Voilà. Et on est content, on aime tout ça, et c'est là pour là qu'on est là. Et si Florian peut nous emmener en passager, faire le taxi sur une étape. Florian, en passager en moto? Jamais. Jamais. Non, mais pour découvrir. Un taxi ride là. Non, mais même les pilotes moto, évidemment, je dirais oui, mais je détesterais faire un tour de bécane en passager sur les motos GP. Ils mettent des Rémi Tissier nous en parle tout le temps. Mais c'est horrible ça. Il aime bien, je crois. En passager, avec Randy Mamola. En bois d'amulette comme ça.
ça doit être horrible. Damien Saulnier, là, en fait beaucoup au Mans, d'ailleurs. Horrible. Le team Horrible. manager du CERT, il fait des Horrible. rides comme ça, il Alors, pilote. Et en puis derrière, voiture, j'aimerais ok. bien. Il me l'avait proposé une fois, j'ai pas pu. Non, mais- Damien, je voudrais bien y aller. En voiture, ok, mais en moto, horrible. Ah bon. Avant de parler de toi, Mathis, l'étape de demain, on le disait, énorme liaison de 535 km. On touche déjà sur la fin du Dakar. En tout cas, Bah oui. c'est la dernière qui nous amène à un point B. Après, ça va être de boucle. si je Ouais, dis pas c'est de ça. bêtises. On va faire effectivement un principe de boucle sur la fin de ce Dakar, ce qui ne veut pas dire que c'est beaucoup plus facile. Non, non. La difficulté, c'est pas forcément les terrains. Là, pour l'étape 11, c'est plutôt le rythme soutenu, quelques croisements qu'il faut pas rater, des bifurcations. Il faut rester lucide, en fait. Et c'est ce qu'on disait, avec de longues liaisons et avec une étape qui va être longue également. Il ne faudra pas se faire piéger, il ne faudra pas se laisser endormir et sous peine de se faire vraiment mal. Évidemment, on suivra ça demain, toujours à 20h en direct. Mathis, on le disait, tu es pilote sartois. Enfin non, on l'a pas dit aujourd'hui, mais t'habites encore au Mans? Alors maintenant, je suis sur Paris parce que je poursuis mes études en master à la Sports Management School, donc école du sport, en management du sport. Donc je suis maintenant résident parisien, mais je suis forcément très souvent sur le Mans pour voir la famille et puis voir les partenaires aussi qui sont pour certains assez ancrés autour de la Sarthe. Ouais. Et en 2021, tu as fait la filière endurance. Tu me dis si je dis Oui. une bêtise. Est-ce que ça a été vraiment un tournant dans ta vie, sans mauvais jeu de mots, ce programme? C'est vrai que ça a été un tournant. On va dire que le premier, c'était vraiment le pôle France quand j'étais à la FFSA Academy. C'est quoi la différence? Alors le pôle France, c'est vraiment le pôle fédéral, donc de la Fédération française de sport automobile, qui est un pôle espoir en fait qui réunit tous les pilotes prometteurs au Mans en fait dans leur sport-études. Et donc là, c'est vraiment un programme scolaire qui est vraiment aménagé autour du sport. Donc c'est vraiment la seule en France à le faire. Il y avait même des étrangers qui venaient au pôle, donc au Mans, pour pouvoir justement suivre les cours. D'ailleurs, des pilotes japonais notamment ont suivi Exactement, il y avait des pilotes japonais. On avait le fils de Peter Solberg aussi en rallye, parce qu'il y a également la filière rallye au pôle. On a eu Arthur Leclerc aussi, frère de Charles, qui était avec nous au Et pôle. Roulefort aussi, ouais. Exactement, Ah, mais là, on Théo parle Pourchère, enfin plein de pilotes. La première édition, c'était Sébastien Philippe qui avait tout dominé. Qui est maintenant team manager chez Art. Exactement. Benoît Tréluyer y est passé. Il y est passé, il y a Sébastien plein de Bourdet, Jean-Éric Vergne, plein. Ouais, et est-ce que tu as commencé par le karting, comme tout le monde, en 2018, tu es passé par la monoplace en 2019 en F4. Est-ce que la F4, la monoplace, où c'est vraiment deux manières de piloter différemment, t'aide aujourd'hui en endurance dans ce que tu peux faire? Est-ce que ça t'apporte? Bien sûr, je pense que la F4, c'est vraiment la première marche quand on peut se le permettre financièrement de le faire. Je pense que c'est une étape nécessaire parce que c'est la monoplace qui vraiment est la plus pointilleuse à piloter, la plus difficile. Vraiment, d'aller chercher les derniers dixièmes, c'est très très difficile. Et je pense que c'est vraiment en monoplace qu'on va vraiment apprendre à rouler très très vite. Tous les très très bons pilotes de monoplace arriveront à être des cracks, on va dire, en endurance, dans plein de disciplines derrière, parce que ça demande une rigueur et c'est la catégorie la plus, je pense, la plus difficile dans ce sens de la performance pure. Il y a vraiment des trages différentes quand tu es en monoplace. Tu rentres un peu plus à l'inter quand même que par rapport à des GT, par exemple? Alors j'aurais tendance à dire l'inverse, justement avec l'aéro, ça a une tendance à justement braquer assez fort les monoplaces parce que c'est très léger, il y a beaucoup de charges, donc on peut se permettre de tourner très tard pour justement freiner le plus tard possible, garder de l'efficacité au freinage. Les GT, on va avoir une tendance à avoir une voiture plus sous-vireuse parce que c'est plus lourd, il y a plus d'inertie, plus de roulis, même si aujourd'hui les GT3 sont très très durs, quand on voit ces châssis carbone, c'est quasiment plus des voitures de route. Mais en tout cas, effectivement, la monoplace va être un petit peu plus on-off que les GT qui vont demander un petit peu plus de... Même si il y a les ABS aussi maintenant qui aident beaucoup, mais... Même avec la Porsche Cup, tu as les ABS maintenant. Et oui, j'en parlais, j'ai écouté un live de justement Marcus Amand qui était un peu triste parce que ça perd un peu son charme aussi, la Porsche Cup qui était très réputée pour être dure justement parce qu'il n'y avait pas d'aide. Donc, mais en tout cas, ça va être un beau championnat à suivre. Tu étais venu il y a quelques mois pour parler de ta carrière, mais on revient évidemment dessus. La LMP3, en 2021, tu avais le titre de champion. Oui. Jusqu'à maintenant, c'est ton plus beau souvenir, ce titre-là? C'est l'un des plus beaux, effectivement, parce que c'était ma première saison d'endurance. Alors, il n'y avait pas une concurrence démesurée en Ultimate Cup Series, parce qu'on n'est pas sur un championnat comme la Le Mans Cup, qui est très réputé, mais il y avait quand même des très très bons pilotes, parce qu'on avait Mathias Bech, donc, qui a fait je ne sais plus combien de participations dans 24 heures du Mans, dont certaines en LMP1, donc qui était un bon étalon, on va dire, en termes de performance.
Donc c'était un super bon souvenir. On va dire que les meilleurs que j'ai, ça reste quand même les différentes participations à Road to Le Mans qui ont à chaque fois été des moments forts. C'est quoi la différence pour nous qui connaissons moins Quand t'es manceau, Quand t'es manceau, rouler au Mans, sur le grand circuit, c'est juste top. Parce que le Road to Le Mans, c'est juste... C'est la semaine des 24 heures. Ouais. Il y a même les épreuves. Alors, maintenant, c'est différent depuis cette année, qui va être la première édition où ça va être le vendredi, mais avant, c'était le samedi matin, juste avant le départ des 24 heures. Mais ça ne roule que sur le circuit du Mans. Il n'y a pas d'autres courses dans la ville. Alors, c'est intégré dans la Le Mans Cup. Ouais, tu as le championnat Michelin Le Mans Cup, où en fait tu as 6 rendez-vous, dont le Le Mans. Le Road to Le Mans, c'est avec le LMS. Ouais, ok. Je connais, je commente toutes les courses. C'est compliqué entre les trucs. Alors, les petits Le Mans Series, les Road to Le Mans, il y en a un peu dans tous les sens. Tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Faut se brancher sur la chaîne YouTube de l'ELMS et on comprend tout. Voilà, on va dire des voitures LMP2 qui sont juste en dessous des hypercars. Ensuite, on a les LMP3, on a les GT3. Ensuite, on a Michelin Le Mans Cup. Ensuite, on a la Ligier European Series qui a roulé cette année. Et donc, c'est vraiment l'échelle de l'endurance qui t'emmène jusqu'aux 24 ans du Mans. Voilà, c'est ça. En fait, il faut prendre ça comme la monoplace. C'est F4, c'est la JSP4, LMP3, F3, F2, LMP2 et hypercar. Alors, du coup, cette année, là, tu étais en Ligier European Series. Alors, en quoi c'est différent de l'Ultimate Cup? Parce que je parle pour nous qui connaissons moins. Ce championnat, c'est quoi exactement? Ça change en quoi par rapport à l'Ultimate? Alors, c'est un championnat qui est semblable en termes de physionomie, on va dire. Ça reste de l'endurance, des courses un peu plus courtes. Parce que l'Ultimate, on est sur des courses de 4 heures, donc ils sont des véritables endurances. Et la Ligier European Series, c'est vraiment le championnat de support de l'ELMS, justement. Et donc, c'est des courses plus courtes d'1 heure. On est deux pilotes. Oui, c'est des sprints. C'est des sprints. C'est du grand sprint, mais on reste sur des prototypes, on le voit à l'écran également. Et donc, c'est des courses qui sont plus médiatisées que l'Ultimate Cup Series parce que justement, ça profite de la visibilité ELMS et de la Le Mans Cup parce que les 3 meetings, les 3 championnats sont sur les mêmes circuits. Et il y a du niveau parce qu'on a des équipes justement qui font à la fois ELMS, toute la pyramide, exactement. Le Mans Cup et Ligier European Series. Tu as Benoît Tréluyer qui s'y intéresse, c'est par hasard. Le constructeur Ligier qui est là. Bon, je veux dire. Et il y a des très bons pilotes. Alors, il n'y a pas encore une grille comme on pourrait l'avoir en ELMS où il y a énormément de voitures. D'accord, parce que en termes de nombre, par 48 voitures. 48 voitures cette année. En Ligier, on était 25-26, ouais. Et par contre, il y a un très bon niveau et le niveau est vraiment très haut. C'est très homogène. Il y a des petites grilles mais très qualitatives, donc pour aller très vite, c'est pas facile. Ouais, c'est de plus en plus dur. C'est de plus en plus dur. Et là, tu roules chez Trajectus, donc en Ligier European Series, c'est ça? Alors l'année dernière, effectivement, en Ligier European Series, donc avec en 2025, en 2025. Et donc là, forcément, j'aimerais continuer avec eux cette année. On est en bonne discussion, donc je continue à aller dans ce sens-là. Maintenant, c'est forcément, on en parlait tout à l'heure, de la partie partenariat qui va conditionner un peu mon programme. Donc pour le moment, j'ai pas encore vraiment d'idée très arrêtée sur les catégories. Ça va dépendre des grands groupes qui veulent m'accompagner dans mon projet désormais et donc qui sont en train de discuter un petit peu de comment on m'accompagne. Mais en tout cas, l'idée, c'est de faire au moins de revenir dans les championnats européens. D'accord. Aussi bien en P3, le Mans Cup idéalement, ou alors du côté GT sur plutôt des courses de marque. C'est-à-dire que tu souhaiterais rester chez Trajectus, mais tu ne sais pas encore sur quelle catégorie, ou chez Trajectus, ce sera forcément ce que tu as fait Sur la catégorie avec Trajectus, ce sera forcément du LMP3. D'accord. Parce que moi, l'idée, c'est de remonter dans des gros prototypes maintenant, avec l'expérience que j'ai acquise justement en JSP4 l'an dernier, donc qui est la catégorie juste en dessous. Et effectivement, avec Trajectus, c'est mon projet numéro 1, parce que Benoît veut absolument qu'on continue ensemble. Et puis j'allais dire, Benoît Tréluyer, il a bien joué le jeu aussi, parce que il construit sa pyramide aussi, Il est ensuite allé en Ligier European Series, et puis il aimerait éventuellement, bien sûr, c'est l'objectif, en tant que directeur d'équipe, faire le Mans. Un petit peu comme Romain Dumas aimerait. Il voudrait t'accompagner pour monter les catégories petit à petit, en restant dans leur... Exactement. Moi, l'objectif, idéalement, si on enlève le côté financier, c'est de faire toute ma carrière avec Benoît, du moins sur ma carrière junior. Prêt à rouler avec Jules et avec Benoît au Mans dans 5 ans. Carrément, s'il y a une offre dessus, on y part et on met tout en place. Vous pouvez prendre cet extrait, c'est bon, il n'y a pas de souci. LMP2, Mathis Poulet, Jules Tréluyer et Benoît Tréluyer, c'est bon. Exactement. Comment ça se passe pour une team pareille tu as une aide pour pouvoir aller chercher les budgets, vous le faites ensemble, vous montez les projets ensemble.
pour arriver à le construire, ou finalement la partie partenaire, c'est vraiment à toi de t'en charger? Alors la partie partenaire, c'est clairement à moi de m'en occuper parce que D'accord. c'est mon projet, donc je fais tout moi-même. Donc la recherche de budget, le montage des dossiers, la communication, enfin tout ce qui est autour de mon projet que les gens peuvent voir, c'est moi qui gère tout intégralement. Après, forcément, avec Benoît, il y a des échanges, il a du réseau aussi. Et puis l'idée, c'est qu'il monte, en fait, il veut accompagner des pépites françaises et même maintenant internationales aussi, justement accéder aux 24 heures du Mans, parce que lui, il a eu la chance d'avoir la filière ELF, qui l'a accompagné durant toute sa carrière. Après, il est parti au Japon, il a fait carrière, il est revenu en Europe et il a gagné tout dans toutes les catégories dans lesquelles il a été, là, il a gagné. Donc aujourd'hui, son rôle maintenant et son objectif, c'est d'accompagner des jeunes talentueux dont je fais partie. Je suis très honoré déjà que j'ai eu une chance de pouvoir le côtoyer, d'apprendre beaucoup grâce à lui. Et donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir monter avec lui sur plusieurs années, je l'espère au Mans, et puis en hypercar, si ça peut se faire. Ah oui, j'ai dit LMP2, mais non, mais hypercar. Allons-y. Ça peut être une bonne étape déjà, le P2, ça sera très bien. Et ce sera ma dernière question. Est-ce que dans toute ta carrière, on a parlé de ce titre en P3, c'est quoi, plus tard, quand tu penseras à ta carrière, jusque-là, de ce que tu as vécu, le moment le plus marquant pour toi, en tout cas le souvenir que tu chériras toute ta vie, le moment, tu peux te rappeler instantanément de comment c'était, tellement c'était fort, c'était un souvenir de course, c'était un titre, c'était quoi? C'était vraiment un souvenir de course, la première fois que j'ai roulé sur le grand circuit des 24 heures. Parce que depuis que j'ai lancé le projet et que depuis que je suis petit, en fait, c'est vraiment un rêve. Et j'ai eu la chance de le vivre avant mes 18 ans, donc c'était quelque chose d'assez ouf. Ah oui, ça c'est fou. Ça c'était assez fou, ouais, carrément. Et puis c'est surtout, oui, c'est tellement de travail, je suis pas du tout issu d'une famille de sport auto, on n'a pas de fortune personnelle, mes parents sont salariés, donc j'ai un profil très très anachronique dans cet écosystème-là. Et pouvoir déjà arriver à faire ce que je fais, c'est juste génial. Et forcément, aujourd'hui, je vois grand parce que j'ai le niveau sportif pour le faire et parce que j'ai des partenaires aussi qui s'intéressent maintenant au projet de façon assez importante. Mais c'est sûr que moi, ce premier souvenir des 24 heures du Mans et de voir pu rouler sur le grand circuit, c'est juste, ça restera à jamais gravé. Un bonheur de pilote. Exactement, c'est ça. Bon, on retrouve bien ce côté positif qu'on avait vu ensemble. Si vous ne l'avez pas vu, on vous invite à regarder le replay sur YouTube. Il est fort. Mais on a eu plus de temps et c'était cool. Mais en tout cas, on était ravis de pouvoir partager ce moment de rallye raid, ce Dakar, cette deuxième étape marathon ensemble. On te souhaite le meilleur pour 2026. On te retrouve sur tes réseaux sociaux, sur Instagram. Sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, partout. LinkedIn. Alors, nous, sur Instagram, et LinkedIn, c'est bien pour les partenaires. C'est bien pour les partenaires. Moi, j'ai jamais non, mais ça existait, ce truc. Les partenaires, c'est bon. Vous avez compris. LinkedIn pour suivre les performances professionnelles. Et après, sur LinkedIn pour voir des vidéos de chats. Exactement. Non, mais pas que. Non, pas que. Si tu sais l'éduquer, ton algo, je te jure qu'il t'a... Ah oui, pardon. Moi, je sais pas, j'ai vu faire n'importe quoi. Je vois que des vidéos de chats. Mais c'est très mignon. On sait ce que tu regardes le soir pour t'endormir. Et oui. Et attends, même Chris Gutiérrez avait sorti un réel là-dessus. Mais vous l'avez vu, la vidéo? Oui, bien sûr que je l'ai vu. Je vois toutes les vidéos de chats maintenant. Je sais pas ce qu'il a, mon algorithme. Est-ce que tu as vu la vidéo d'hier où tu as une Dacia et tu vois c'est celle-là dont je parle. qui fait la casquette et tu as deux pilotes et ces deux chats. Comme ça. Voilà, c'est n'importe quoi. Bon. Allez sur LinkedIn pour voir le projet professionnel de Mathis. Exactement. Merci beaucoup, Mathis. Merci beaucoup, nous, on se retrouve demain, même endroit, même heure, à 20h, avec Seb, un motard de la police nationale. Mais pourquoi il vient? Pas pour parler des différentes pénalités qu'il y a eu pour les excès de vitesse, c'est parce qu'il fait partie de l'équipe officielle de la police et qui va courir pour l'Enduropal. Et il va nous expliquer comment il prépare cette compétition et si peut-être un jour ça l'intéresserait d'avoir le rallye raid en ligne de mire. Voilà, demain. Je pense qu'il va dire oui. Je sens comme ça qu'il va dire oui. Le budget, toujours le budget. LinkedIn. Non, Instagram c'est un peu mieux. Instagram. C'est différents points de vue. Merci d'avoir été si nombreux avec nous en direct et puis le bonjour à tous ceux qui nous regardent sur YouTube, à votre pause déjeuner tranquille. Et merci d'être là. C'est très important pour nous de pouvoir vous transmettre cette passion du Dakar et comme tous les jours, parce que les premières fois je l'avais pas dit. Oui, c'est vrai. Tu dis plus vive le Dakar. Non, j'avais oublié. J'aurais pu terminer différemment, mais maintenant je suis obligé de terminer cette émission. Merci Mathis et vive le Dakar.